Bienvenue dans Mauvaise Langue, le podcast qui vous emmène au cœur du sport de haut niveau. Je suis Nicolas Lang, basketteur professionnel, et je vais vous guider à travers les hauts et les bas d'un milieu impitoyable où chaque détail peut faire la différence. Rejoignez-moi pour partir à la rencontre des acteurs et des actrices qui définissent la performance et booster votre progression. Bienvenue à tous dans le podcast. Merci d'être là. Je suis très excité de commencer cette nouvelle aventure et très content d'accueillir Axel Toupane pour ce premier épisode. Axel, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Il a eu et continue de réaliser une très belle carrière dans le basket en ayant joué au plus haut niveau, que ce soit avec l'équipe de France, en Euroleague ou en NBA. J'ai beaucoup aimé notre entretien et j'ai beaucoup aimé son recul sur les différences de culture et son honnêteté et son adaptation sur les différents rôles qu'il a pu jouer lors de sa carrière. C'est quelqu'un qui a également de nombreuses passions en parallèle et qui a conscience que le basket peut lui apporter hors du terrain, que ce soit dans le business ou dans la découverte de nouvelles cultures, avec notamment sa nouvelle signature à Mexico. C'est parti pour notre entretien avec Axel Toupane. Salut Axel, merci d'être parmi nous. Premier invité du podcast, donc je suis très content que ce soit avec toi. Comment vas-tu ? Écoute, ça va super Nico, merci pour l'invite et très content d'être là. Ça fait très très longtemps qu'on se connaît. Donc c'est un beau symbole que ce soit toi le premier. C'est vrai qu'en refaisant les questions, maintenant t'as plein de cordes à ton arc, mais j'y repensais et je me suis dit Axel, en fait je sais même pas comment il a commencé le basket, tu vois. Donc si tu peux vite te présenter. Bon, bien sûr, il y a la plupart des gens vont te connaître, mais si tu peux faire un petit résumé de qui tu es, de qui est vraiment Axel Toupane, tu vois. Est-ce que tu es plus d'ailleurs un joueur de basket, un entrepreneur, fashionista, golfeur? Écoute, c'est clair que ça fait longtemps qu'on se connaît. Je pense que ça fait une vingtaine d'années, même peut-être un peu plus. Ouais, je pense. Ouais, donc moi je joue au basket depuis tout petit. Mon père était joueur et après coach. Donc quand j'étais jeune, j'étais le petit gamin qui jouait autour du terrain, son ballon arrivait sur le terrain en plein match, tout le monde s'arrêtait pour me regarder comme un ouf. Donc voilà, ça c'était moi. Donc je joue au basket depuis tout petit, depuis que j'ai vu Kobe Bryant jouer, j'ai toujours eu ce rêve de jouer en NBA. J'ai eu la chance d'y arriver en 2015. Et en fait, quand je suis arrivé en NBA, en fait, j'ai découvert un tout autre monde qui allait bien au-delà du basket, parce que nous les athlètes professionnels, on a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous, et donc c'est quelque chose dans lequel j'ai décidé de plonger les deux pieds dedans. Et depuis je me suis mis un peu dans la tech, dans l'investissement. J'ai lancé aussi un programme pour des jeunes filles pour les pousser à entreprendre. Et puis voilà. Mais je reste un joueur de basket. J'aime bien la mode aussi, passionné de mode à mes heures perdues. Et voilà, ça fait des journées bien remplies. C'est pour ça que je voulais que tu sois le premier avec toutes ces facettes on va en reparler, qui vont être super intéressantes. C'est vrai qu'on s'est connus, mais au golf. Donc en fait, moi, la première fois que je t'ai vu, je savais même pas que tu jouais au basket au final. Je pensais que tu étais vraiment un golfeur. Et bien sûr, ton père, c'est quand... Tu sais que je me souviens encore de cette première fois où on s'est rencontrés et on m'a montré ton père au practice du golf. Ok. Et tu vois, en me disant, ton père, je le connaissais, mais je savais pas qu'il avait un enfant, il était à Clermont, tu vois, et on m'a dit, tu t'es présenté, Axel, père de Jean-Aimé, moi, je savais même pas que tu jouais au basket, tu vois, donc comment t'as commencé vraiment par, un peu comme beaucoup de fils de basketteurs, je pense, entraînant autour des terrains, en le regardant, mais t'as commencé dans quelle ville, tu vois? Alors, j'ai commencé à Toulouse, à Colomiers, pour être exact. Ok. Donc c'est là où j'ai commencé. À l'époque, mon père, il finissait. Donc, il était même joueur coach je crois en National 2. Le club de Toulouse ils avaient plus ou moins déposé le bilan. Et lui, il avait passé ses diplômes pour être coach et directeur sportif et tout. Et donc, il était vraiment entre les deux. Et ce qui est marrant, ce qui est sympa, c'est que, tu vois, à l'époque, il avait déjà Dounia Issa. Ok. Tu vois, qui est comme un membre de la famille. Et ouais, moi, du coup, j'ai commencé à cette époque-là. Ouais, j'avais 4-5 ans. Ouais. Ok. Et est-ce que tu as été bon rapidement? Ou tu vois, parce que même après, j'étais un peu perdu de vue. J'ai pas l'impression que tu avais forcément beaucoup de hype en jeune. Ouais. Et d'un coup, du jour au lendemain, je te revois jouer avec les espoirs de Portez.
Mais tu sais, un peu le gars qui traîne par là, tu vois, on n'avait pas enfin, personne parlait vraiment de toi. Et par contre, après, j'ai l'impression qu'une fois que tu es allé à Pau, après, on en reviendra plus tard à Strasbourg, bah, on a entendu parler de toi, on va dire, assez tard, mais très vite ensuite, tu vois. Ouais, bah franchement c'est clairement ça. Tu sais moi mon père il a toujours été focus. Enfin il a toujours accordé beaucoup d'importance à l'école. Et donc il voulait tu vois vraiment pas être ce tu vois le type de parent qui met la pression à ses enfants, qui vient au match, qui dit fais ci fais ça, qui crie dans les tribunes ou même tu vois qui allait m'entraîner tous les jours. Il voulait vraiment en fait me laisser tu vois développer cet amour pour le basket de moi-même. Donc ouais, en fait, depuis tout petit, je pense que j'ai toujours eu du talent, j'ai toujours été un des meilleurs joueurs dans mon équipe. Mais c'est vrai que j'étais souvent dans des petites équipes. C'est vrai que tu vois, j'ai pas fait le pôle, j'ai pas fait de détection de l'INSEP, tous ces trucs-là. Donc ouais, je pense que j'ai un peu volé sous les radars pendant longtemps, jusqu'à ce que j'arrive à Strasbourg et que là, tu vois, je me suis aussi développé physiquement un peu plus tard. Le basket, je pense que tu vois, je l'ai toujours eu, mais c'est vrai que physiquement j'étais plus petit, j'étais assez frêle. Je jouais meneur en grandissant. Donc ouais, je pense que c'est un peu tout ça qui a fait que j'étais un peu un late bloomer comme on dit. Et est-ce que le fait que tu as eu un père qui était dans le milieu, ben, tu vois, tu as côtoyé des pros, on va dire, toute ta jeunesse, est-ce que pour toi, tu penses que ça a rendu la chose plus facile, entre guillemets? Quand je dis plus facile, c'est pas piston, Mhm. c'est plus, tu vois, un jeune joueur, il va voir des pros, il va être fasciné, on va dire, tu vois, entre Ouais. guillemets. Alors que bah, moi, je vois mon fils, pour lui, c'est juste des collègues à papa, tu vois. Mhm. Donc, est-ce que tu penses que de ce côté-là, bah, du coup, tu vois, ça rend la chose plus réaliste, plus facile de se dire, bon, bah, je peux être pro parce que je le côtoie déjà tous les jours, quoi. Ouais, je pense que quand t'es jeune, c'est surtout de manière inconsciente. En fait, bah, comme tu l'as dit, vu que tu les côtoies souvent, tu vois, j'allais à l'entraînement, je regardais, bah, en fait, tu vois, tu crées des souvenirs dans ta tête ou même des fois, tu vois des choses que tu arrives à interpréter que plus tard et qui au final t'aident. Donc non, non, bah, souvent on dit que tu vois, t'es un peu le fruit de ton environnement et être dans un environnement basket. Tu vois, même si, comme je le disais, mon père m'a jamais mis la pression et c'était même plutôt l'inverse. Je pense que ouais, forcément, ça a aidé et c'était quelque chose de cool. Et tu vois, même comme je te disais, tu vois, Dounia, je le connais depuis tout petit. J'ai pu commencer à créer des relations avec des pros assez tôt, en fait. Et ça c'est top, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et quand tu arrives à Strasbourg, tu vas vraiment. Pourquoi tu as choisi en fait le centre de formation de Strasbourg, qui à l'époque n'était pas forcément, je pense, tu vois, le plus réputé ou quoi, Ouais, sachant que tu venais de Pau, il me semble, qui ouais. était bah, à l'époque, même si il me semble qu'il y a eu une descente dans le coup, mais Pau, ça a longtemps été un des meilleurs centres de formation de France, quoi. Donc Ouais. pourquoi t'as choisi de venir en Alsace? Bah, déjà, tu vois, à Pau, en fait, tu vois, j'avais pas fait de détection. J'étais simplement allé à Pau parce que, bah, mon père, il était coach à Pau et que du coup, bah, j'avais l'âge pour être dans l'équipe et que, ouais, j'étais pas trop mauvais, donc ils m'ont pris dans l'équipe. Donc c'est la seule raison de pourquoi j'étais à Pau. Et après, c'est vrai qu'à Pau, je me suis quand même, c'était un peu le début de mon ascension, on va dire. Tu vois, comme tu l'as dit, c'était un centre de formation qui était énorme. Tu vois, il y avait Thomas Hurtel qui venait de passer en pro, Nando Raposo, Jonathan Leria, Pierre Bonalbé, Rémi. Enfin, franchement, il y avait une génération de malades mentales. Ouais. Et nous, on était un peu plus jeunes. Tu vois, j'étais avec Brian et Étienne qui sont qui sont mes meilleurs amis depuis l'époque. Et ouais, c'est là où j'ai commencé un petit peu à mettre le nez à la fenêtre. Et après, bah, comme tu l'as dit, Pau est descendu en Pro B. Donc à cette époque, en Pro B, il n'y avait pas d'espoir. Et eux, ils avaient une équipe de jeunes qu'ils avaient mis en National 2. Et moi, il me restait encore une année cadet, donc je préférais faire cadet et espoir. Et à l'époque, j'avais le choix entre Orléans, Le Mans et Strasbourg. J'étais allé visiter les trois. Et en fait, Strasbourg, c'est l'endroit où je pensais que j'allais avoir le plus de place pour m'exprimer. Comme tu l'as dit, c'est un centre de formation qui avait pas euh, une hype de ouf, où tu vois, ils avaient pas forcément sorti énormément de joueurs. Je venais aussi de la région, donc tu vois, je me suis dit être proche de la famille, ça peut aussi aider. Mais le truc le plus important, c'est ouais, je me suis dit c'est l'endroit où je vais avoir le plus de place pour m'exprimer. Et c'est aussi un endroit où je vais pouvoir jouer en espoir et avoir des responsabilités assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la SIG.
Et est-ce que tu voyais déjà, quand tu dis responsabilité, est-ce que tu voyais déjà un chemin vers l'équipe pro ou alors c'était vraiment, tu pensais vraiment qu'au championnat espoir parce que tu vois, il y en a beaucoup qui, vraiment, qui sont dans le moment présent et qui ils veulent juste bien jouer en espoir et donc ils pensent vraiment à leur carrière espoir mais sans vraiment penser attends, mais est-ce que avec les pros il y a une passerelle ou pas, tu vois, ils pensent vraiment que à leur stats en espoir, les titres, etc. Mais sans penser, bon, bah, est-ce que c'est un club qui a déjà mis des jeunes sur le terrain, quoi. Ouais, bonne question. Sincèrement, je pense que c'est un peu des deux. À l'époque, quand je suis arrivé, c'était Fred Sarr le coach. Donc il avait aussi participé à me recruter. Et, tu vois, j'avais fait la pré-saison avec les pros. Mais dans ma tête, c'est vrai que j'ai été beaucoup plus focus, on va dire, sur dominer en cadet et commencer à être bon en espoir. Parce que je savais que, tu vois, j'avais le niveau et tu vois, physiquement, j'allais pouvoir rivaliser avec les autres. Donc, tu vois, c'est vraiment un moment où je commençais à prendre conscience de qui j'étais en tant que joueur et de ce que je pouvais faire. Honnêtement, je pensais, enfin, j'étais vraiment pas obsédé par les pros. Je voulais, comme je t'ai dit, vraiment dominer en cadet, commencer à m'établir en espoir et, tu vois, gratter quelques entraînements avec les pros. Chose qui a été faite et je me suis dit, si j'arrive à faire ça, bah, je serai dans la bonne situation pour Direction, quoi. l'année d'après, ouais, la Mhm. bonne direction pour l'année d'après, pouvoir prétendre potentiellement à plus. Et ton passage, bah, du coup, au centre de formation de Strasbourg et tes premières années pro, elles coïncident avec bah, le début d'un cycle fast pour le club. Mhm. Strasbourg, avant ça, c'était un club plutôt correct, mais c'était pas non plus un prétendant au titre. Ouais. Et là, il y a Vincent Collet qui arrive, il me semble, en 2012 ou 2013. Mhm. Et à l'époque, ben ouais, enfin, il est là, mais c'est pas non plus. Je pense que personne vous prend forcément au sérieux. Et dès la première année, ben vous allez arriver en finale. Et toi, bah La tu. première année de Vincent, je crois que, ouais, la première année de Vincent, je crois qu'on fait juste les playoffs, il me semble. On finit 8 ou 9e, tu sais, c'est l'année où il y a le lockout. Et on avait une équipe Ok. super jeune. Tu sais, il y a les Américains, c'était Kevin Anderson, c'est un petit meneur là, qui était à Ah oui, et Justin Harper. Justin Harper, Lavoy Ouais, Allen. ouais. Donc cette année-là, en fait, je sais plus si on fait les playoffs, si on arrive à accrocher les playoffs ou si on finit juste 9e. Ah, je savais pas que c'était déjà lui le coach, tu vois. Ouais, mais en tout cas, c'était une année qui, justement, tu vois, était vraiment de bon augure pour la suite. Et comme tu l'as dit, il est arrivé et tu vois, il a réussi à vite installer des fondations qui ont fait que par la suite, enfin, les gens commençaient à voir qu'on allait être sérieux, tu vois. Mais ouais, cette première année, elle était pas mal. Ouais. Il y avait Abdou Mbaye aussi. Et donc là, tu sens déjà qu'il se passe un truc où tu penses que ça peut vraiment sur le. Peut-être pas le long terme, parce que quand on est jeune, on a toujours du mal à voir le long terme avec un même club. Mais au moins le court terme, moyen terme, tu penses qu'avec lui, vous pouvez vraiment voilà, viser le haut de tableau. Bah, honnêtement, franchement, à l'époque, c'est surtout quand t'es jeune comme ça, tu sais, tu penses même pas en fait, tu penses juste au prochain entraînement, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est à l'époque, les entraînements, tu as un peu la pression, tu sais que tout le monde est exigeant avec toi, tu veux pas faire de conneries, tu veux être bon, tu veux aider l'équipe. Donc franchement, je pensais même pas à finale, titre, tout ça. Je pensais simplement à faire ce qui me demandait du mieux possible, faire mes entraînements à côté, et dès que j'avais une opportunité en match, essayer de la saisir et gratter mes minutes et essayer de faire en sorte que ça marche pour moi, tu vois. Euh, Tout en aidant l'équipe et le collectif. Mais c'est vrai qu'au début, enfin, je pense que la plupart des jeunes joueurs, en fait, on n'est pas dans un mindset de se dire il faut qu'on gagne un titre. Tu vois, je veux dire, on est au service Ouais. de l'équipe et on essaie de faire du mieux possible et se donner à fond tous les entraînements parce qu'on n'a pas le choix et qu'on sait que c'est un peu notre porte d'entrée pour pouvoir avoir un statut en pro et pouvoir lancer nos carrières, tu vois. On est d'accord qu'on est quand même bien plus tranquille avec les jeunes maintenant, quoi. Ouais, ouais. Sur les entraînements. Sur les entraînements, c'était quand même bien la guerre à l'époque, hein. Ouais, et puis même, c'était, tu vois, tu te prenais des coups de pression, on arrêtait les entraînements pour toi, on te faisait sortir, mais je pense que franchement, c'est des leçons qui aident et qui forgent et pour moi qui sont vraiment bénéfiques, en fait. Je pense que le fait que ça ait changé, c'est pas forcément les aider, en fait, et c'est pas forcément une bonne chose pour les jeunes. Parce qu'après, tu vois, quand ils arrivent en match et que c'est un peu difficile et en plus, le pire, c'est que, tu vois, quand t'es jeune, que c'est difficile et qu'on te laisse sur le terrain, en fait, tu sais, tu peux creuser ton trou encore plus bas que si on t'embrouillait, on te mettait un coup de Ouais, pression, on te sortait, on te faisait pas jouer pendant 2 semaines et après, tu vois. Mais bon, après, ouais, c'est différentes époques mais nous, à l'époque, ouais, c'est vrai qu'il y avait un peu plus de pression, je pense. exactement.
Et comment tu te situes toi, dans ces équipes de la SIG sur ces années-là où vous allez tout le temps en finale, vous visez le haut de tableau, vous êtes clairement l'équipe qui jouait le meilleur basket. Vous avez que des joueurs voilà, avec un gros cul basket, entre les Lou Campbell, Antoine Diop, Paul Lacombe, pas tous les citer, mais tu as joué avec beaucoup de joueurs intelligents. Comment toi, tu vois ces années maintenant avec le recul, parce que vous jouiez quand même un beau basket, quoi. Ouais. Bah, franchement, le premier truc, c'est qu'il faut être reconnaissant. Et tu vois, c'était des années qui étaient top. Tu vois, on gagnait des matchs, ça fait une bonne ambiance. Tu vois, moi, je continue à me développer. J'apprenais beaucoup, que ça soit de Vincent ou des Vets, des Ricardo Greer, tous ces mecs. Donc, franchement, le bilan, il est plus que positif, tu vois. Après, quand t'es jeune et que t'es la tête dans le guidon, bah, tu vois, il y a eu des moments où c'était plus compliqué. Il y a des moments où, toujours, tu vois, tu comprends pas pourquoi tu joues pas plus, pourquoi tu peux pas faire plus. Mais ça, c'est, je veux dire, dans toutes les carrières et, enfin, c'est normal, en fait. Ça fait partie du truc. Mais aujourd'hui, le regard, il est ultra positif. On a gagné des titres. C'était mes premiers titres. Tu vois, on a gagné une Coupe de France, on a gagné une Semaine des As, j'ai découvert l'Euroleague, tu vois, donc c'est des matchs de haut niveau. On a joué Real Madrid, Milan. Donc ouais, c'est vraiment, tu vois, l'apprentissage du haut niveau et aussi les premières rencontres avec le top niveau. Tu vois, il y a Alexis qui était revenu de NBA avec nous, qui avait fait, tu vois, 2 saisons de malade. Tu vois, quand on joue le Real à l'époque, c'est les grandes années de Sergio Rodriguez et Rudy Fernandez, tu vois, avec leur fameux alley-oop, où tu vois, tu sais qu'ils vont le faire et ils passent tout le temps Mais ils le font. et toute la semaine, Vincent, il dit comment ça va se passer et au final, bah, tu le prends quand même une fois et tu te dis, putain. Et aujourd'hui, en fait, c'est des trucs, tu te dis, mais, en fait, jamais ça va m'arriver, tu vois. Si je sais qu'ils vont le faire, jamais ça va m'arriver, tu vois. Mais quand t'es jeune et que tu découvres, tu sais, t'es naïf, en fait, tu vois. T'es naïf, t'es plein de bonne volonté, t'as plein de, t'es un peu insouciant et tout, mais t'es naïf. Mais non, c'était vraiment vraiment, je pense que, comment le décrire, c'est la découverte et l'apprentissage du haut niveau. Et ouais, souvenir ultra positif. Et toujours avec le recul, je suis obligé de la poser, désolé, hein, mais comment ça se fait que vous avez toujours perdu en finale? Je suis passé par la SIG après et je pense savoir que il y a eu des moments, tu vois, j'ai vu des moments où c'est vraiment, tu sais, ça a vraiment marqué les gens, tu vois. Ouais. Et que même nous, on a eu des matchs où on était à l'aise si l'équipe adverse, elle revenait proche. Tu vois, c'est tout le monde, t'as l'impression que la salle, elle était habitée par, tu vois, ce malaise, quoi, tu vois. Bah, c'est clair que à force, ça a clairement, tu vois, créé, bah, comme tu as dit, un malaise et tu vois un climat un peu pesant et ça a créé du doute en fait, tu vois, tout simplement, tu vois. Après, je pense que l'année vraiment, j'ai envie de dire où on fait les cons, même si en vrai on tombe sur un Nanterre qui est exceptionnel, c'est la première année, tu vois, parce que la première année, on leur laisse quand même l'opportunité d'être exceptionnel, tu vois, on gagne le premier match franchement de 30 points, on fait un clinique. Le Rhenus, il était en folie. Franchement, c'était un truc de fou. Et tu vois, autant je te disais que avant que quand t'es jeune, tu penses vraiment pas à la suite, autant même moi, à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais en fait, on va être champion de France, en fait. Ouais, ouais. Je réalisais, en fait, après le premier match, je me dis, putain, mais en fait, on va être champion de France, en fait. Et en fait, là où on fait les cons, c'est le deuxième match à la maison, où on commence bien le match et on est devant un peu tout le long. Ils font un peu un match de traînard. Et au final, à la fin, ils le prennent. Et après ça, franchement, quand on allait à Coubertin, franchement, ils étaient injouables et ils nous ont retourné. Et après ça, ouais, après ça, je pense que ça a mis une claque à tout le monde. Après, il y a une année où on a beaucoup de blessés, où on joue en finale contre Limoges, qui a Poul Jeter, Jamar Smith, c'est une grosse équipe. Franchement, on peut rien faire. Et après, l'autre année, je me souviens plus trop, mais je pense que Limoges, ils étaient quand même au-dessus, donc ouais, mais c'est clair que la première année, elle fait tâche, puis qu'on fait une saison de ouf, on finit premier, on gagne le premier match de 30 points, on joue un super basket toute l'année, et le deuxième match, en fait, on le prend un peu à la légère et on laisse filer, et après c'est mort, tu vois. Ah, c'est la beauté du sport aussi, hein. Mais c'est vrai que cette série, je me souviens encore la regarder à la télé et me dire, mais jusqu'à 5 minutes de la fin du dernier match, je me suis dit, ils vont trouver un truc, ils vont gagner, ils vont revenir match 5 à la maison et basta, tu vois. Mais... Pour le coup, là-bas, franchement, tu vois, les souvenirs que j'ai, c'est que la confiance collective, c'était pas... Franchement, l'Inter était tellement chaud et tu sais, c'est vraiment le sentiment un peu d'impuissance où tu dis, putain, si je vais là, l'autre, c'est sûr, il va marquer. Si je vais là, c'est sûr, il va couper tôt. Enfin... Les gens, ils se rendent pas compte de ça. Et même les coachs, ils se rendent pas compte de ça, des fois, tu vois, ils te disent, ouais, mais fais ci, fais ça en défense, fais ci.
Et tu sais, t'as ce feeling de ouais, mais si je fais ci, il va marquer, si je fais l'autre chose, il va aussi marquer parce que le gars, il est trop chaud. Enfin, Jérémy Nzeli sur cette finale, c'était incroyable. Tous, franchement, tous. Franchement, Jérémy, même Juan Palacios, Marc Judy, tous. Franchement, ils étaient tous, hein, mais Jérémy, ouais, c'était le plus surprenant peut-être, mais tous, franchement, ils jouent à un niveau de fou, tu vois. Vraiment. Ouais, incroyable. Et donc là, t'es en France, collectivement, bon, niveau collectif, t'es au top. T'as un rôle dans une top équipe du championnat, tu joues l'Euroleague. Euh, T'es vraiment dans un rôle voilà, défenseur, en attaque, le beau jeu, prendre ce qu'il y a à prendre, des backdoors, des shoots ouverts. Mhm. Mais est-ce que toi, t'es pas un peu frustré de faire ça? Dans le sens, tu vois, il y a le faire quand tu joues au top de l'Euroleague ou en NBA, tu gagnes beaucoup d'argent. Et il y a le faire à Strasbourg quand t'es jeune. Et où peut-être que tu te dis, pour aller au-dessus, il faut aussi que je fasse peut-être plus, quoi, tu vois. Ouais, non, clairement, bah, c'était exactement ça, tu vois. En plus, c'était quelques années auparavant, tu vois. Donc, tu vois, les seules équipes de France que j'ai fait, c'était en U20. Et tu vois, le dernier Euro, j'avais fait un bon Euro. Je commençais à être un peu, tu vois, sur les mock drafts, commençais à être un peu regardé. Et moi, depuis tout petit, mon rêve et ce que je veux, c'est jouer en NBA, tu vois. C'est clair, net, précis. Ça, Je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein. Le joueur de basket qui te dit ça, soit c'est parce qu'il a pas réussi, soit c'est un mytho. Non, il y en a qui, Léo par exemple, je pense que si tu lui demandes, je pense qu'il rêvait beaucoup plus de Euroleague que de NBA, tu vois. Mais c'est clair que la plupart des jeunes, c'est le cas. Et donc ouais, tu vois, je pense que j'étais exactement dans l'état d'esprit que tu as décrit, c'est-à-dire que j'étais content mais aussi un peu frustré parce que je m'entraînais comme un fou et même je sentais que vraiment sur le terrain, je commençais à faire des différences et à prendre plus de responsabilités et à pouvoir tu vois, driver des gars et être même plus physique, etc. Donc je sentais que c'était un moment aussi où je pouvais faire plus et que je voulais faire plus. Et en fait, à ce moment-là, en fait, je change d'agent. Enfin, je me fais pas drafter, je change d'agent et quand je me fais pas drafter, en fait, franchement, j'étais vraiment dégoûté, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, je me disais la NBA, en gros, fuck it, tu vois. Je disais franchement, je vais faire ce que je vais faire en Europe et si demain j'ai l'opportunité, ok, mais je vais pas passer tous mes étés aux États-Unis à faire des camps, des summer league, des trucs. Parce que là-bas, souvent, c'est des trucs, c'est beaucoup de politique et franchement, les opportunités, elles sont minimes à travers ce type de sélection. Ce système. Ouais, exactement. Et tu vois, à l'époque, je signe avec Peja et pour le coup, vraiment, je lui donne du crédit parce que c'est vraiment lui qui me, entre guillemets, redonne goût au truc et qui me dit, écoute, Masai et Toronto, ils sont vraiment chauds sur toi et je pense que tu devrais vraiment le considérer, même si c'est juste pour le training camp. Et franchement, au final, au bout d'un moment, il fait vraiment un bon taf pour me convaincre et je me dis, vas-y, let's go. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est qu'à la base, en fait, tu sais, quand tu signes pour le training camp, ils te garantissent un montant. Moi, je crois que c'était 75 000 ou un truc comme ça pour le training camp si je me fais couper. Mais ils me disent, par contre, si on te coupe, tu restes avec nous en G-League. En D-League à l'époque. Et moi, quand je dis ça, je dis, attends. Moi, si je me fais couper, je veux pouvoir décider d'où je vais. Si, par exemple, je me fais couper, il y a une bonne opportunité en Europe, je vais rentrer en Europe, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je dis pas que c'est sûr que je reste pas avec vous, mais je veux au moins avoir l'option, tu vois. Et donc, au final, on négocie il négocie pendant quelques semaines et au final, il me donne, je crois que, je sais plus si c'était 25 ou 50, mais il me laisse le choix. Il me laisse le choix et au final, je passe tout l'été avec eux à Toronto et à Los Angeles et on fait tous les pick-up games qu'on voit maintenant sur YouTube à UCLA, à la salle d'entraînement des Clippers. Et en fait, moi, c'est la première fois que je suis en fait entouré en fait que de joueurs NBA en fait. À l'époque, je me suis déjà entraîné avec un ou deux gars par-ci par-là. Mais là, en fait, c'est vraiment un écosystème où il y a que ça, en fait. Il y a que des joueurs NBA. Tu vois, il y a DeMar DeRozan, il y a les Paul, enfin bref, il y a tout le monde. Tous les jeunes des Lakers, tous les jeunes de Sacramento, bref. Et en gros, on va là-bas et pendant un mois, on joue, on s'entraîne le matin, on fait muscu, on s'entraîne et après on va et on fait des pick-up pendant 1 heure, 2 heures, jusqu'à midi. Et en fait, là-bas, au bout d'une semaine, en fait, je me sens comme un poisson dans l'eau. Franchement, j'étais dans la meilleure forme de ma vie quasiment. Je jouais un de mes meilleurs baskets et en fait à ce moment-là je me suis dit mais attends, si la NBA c'est ça,
jamais de la vie je rentre en Europe. J'ai dit s'ils me coupent ou quoi que ce soit, mais je vais en D-League tous les jours en fait, parce que je me dis si la NBA c'est ça en fait, en D-League si je suis bon, c'est sûr ils vont m'appeler et en fait ça va se passer en fait. Et au final c'est exactement ce qui se passe, tu vois. Franchement j'étais vraiment dans la meilleure forme de ma vie et une semaine avant le camp d'entraînement je me blesse. Du coup, je rate quasiment tout le truc. Je fais la dernière semaine. Après, ils me coupent. Et après, je vais en D-League. Et après, ouais, je fais 3 mois. Et après, je vais à Denver. Et quand tu vas en D-League, t'es vraiment dans l'état d'esprit, bon, bah, je vais aller là-bas, je vais bien jouer et je vais vite retrouver un spot en NBA, quoi. Ouais. Après, je revenais d'une grosse entorse de la cheville. Donc, tu vois, j'étais un peu pas inquiet, mais je voulais me remettre bien aussi, tu vois. Enfin, il m'a fallu un peu de temps pour me remettre bien. Je me souviens, mon premier match, ça allait. Et après, je fais 2-3 matchs un peu moyens où je me dis, ah ouais, en fait, c'est vrai que le game, il est différent, et tu vois. Et après, je m'adapte, et après, ouais, après, ça roulait. Mais ouais, clairement, l'objectif, c'était essayer de se faire call-up le plus vite possible et performer. Ouais. Et quand tu vas en D-League, on est d'accord que t'es un des. Il n'y a pas beaucoup de Français à l'époque qui vont en D-League, j'ai l'impression, non? J'ai l'impression que c'est soit t'es drafté haut en NBA et t'es joueur NBA. Et j'ai l'impression de me souvenir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont critiqué ce choix-là, quoi. Non, bien sûr, franchement. Après, franchement, tu peux pas leur en vouloir non plus, parce que c'est vrai que la D-League, pendant des années, ça avait une très mauvaise réputation, et franchement, c'était super mal organisé, et c'était bourbier, tu vois. Amara, il était allé à l'époque, il m'a raconté des histoires, j'ai dit, ah ouais, c'est... Mais moi, en fait, quand je suis arrivé, c'était déjà un moment où c'était plus du tout le cas, où, à l'époque, quand je commence, je crois qu'il y avait déjà, peut-être, 80% des équipes qui avaient été achetées par les équipes NBA. Et les équipes NBA, en fait, elles commençaient vraiment à prendre ça sérieusement et à utiliser, en fait, la D-League pour développer des joueurs et notamment leurs rookies qui venaient de drafter. Donc déjà à l'époque, enfin, en 2015, c'était déjà beaucoup mieux, tu vois. C'était déjà beaucoup mieux et moi, franchement, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs parce que, bah, tu vois, c'était totalement différent de ce que j'avais connu. Et tu sais, là-bas, le jeu, t'as quand même beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'opportunités pour t'exprimer. Les matchs, c'est 48 minutes, c'est plus long. C'est vraiment le même modèle que le modèle NBA. C'est les mêmes entraînements, c'est les mêmes, tu vois, c'est les mêmes systèmes, les mêmes appellations, les mêmes tout. Donc non, franchement, c'était vraiment cool. C'était vraiment une bonne surprise et qui pour le coup m'a beaucoup aidé parce que bah comme tu l'as dit avant. En Europe, pendant longtemps, enfin en France, j'ai été, tu vois, spécialiste défensif, tiré dans les corners et dès qu'il y avait un peu de open court, je pouvais faire des coast-to-coast et des trucs comme ça. Mais sinon, dans le jeu, tu vois, j'avais mon petit pull-up, mais j'avais pas vraiment de responsabilité dans la création ou dans quoi que ce soit. Ouais. Et en vrai, tu vois, j'ai grandi en jouant meneur, tu vois. Et là-bas, c'est quelque chose que j'ai pu redécouvrir, tu vois. Là-bas, je joue un peu tous les postes, je jouais 1, 2, 3. Donc ouais, non, franchement, c'était super cool et ça m'a beaucoup aidé. Et ça m'a aussi permis de prendre une autre dimension tout court en tant que joueur. Et souvent, tu sais, il y a un débat notamment en France où on va critiquer les jeunes qui vont en G-League maintenant, ouais, ils vont pas jouer là-bas, etc. Et clairement, parce que moi, j'ai un truc que je comprends pas, c'est, j'ai l'impression que même quand il y a un joueur qui va en G-League, nous, les Américains qu'on signe, souvent, ils viennent de G-League, tu vois. C'est ça, moi, c'est toujours ça que j'ai. Et toi, d'ailleurs, j'ai l'impression que quand tu es revenu en Europe, c'est autant pour ce que tu as fait en G-League que les quelques matchs que tu as fait en NBA. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un double discours qui est totalement hypocrite de critiquer les Français qui se disent bon, on va aller en G-League. Mais par contre, on prend les mecs qui viennent de G-League mais qui sont américains. Et ça, je ne comprends pas en fait. Ouais. Moi, souvent, c'est ce que j'ai dit quand on parlait à la G-League, c'est en fait, moi, quand je regardais à l'époque, souvent, ils faisaient des classements des top 25, des top 30, des top 40. En fait, quand je regardais le top 30 des joueurs de G-League, hein, pas des joueurs NBA qui descendaient en G-League pour être développés, en fait, c'est des mecs qui, par exemple, en France, on pouvait même pas les signer parce qu'ils étaient trop chers, en fait. C'est des mecs qui allaient, tu vois, des Jordan McRae, des mecs comme ça. En fait, c'est des mecs qui allaient en Chine, qui prenaient des millions, tu vois ce que je veux dire. Et, il y avait, franchement, en G-League, en fait, il y a énormément de talent individuel, en fait. C'est juste que, vu que c'est une saison qui est plus courte, il y a beaucoup de turnover de par les déplacements, de par le fait que la saison soit courte, de par le fait que, tu vois, il y ait beaucoup de up and down, tu vois, les rookies qui descendent, les rookies qui remontent, les mecs qui se font call-up, une préparation qui est beaucoup moins longue. En fait, c'est pour ça que collectivement, c'est moins fort qu'en Europe, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Mais en termes de talent individuel, enfin, c'est des mecs de haut niveau. Enfin, c'est vraiment des mecs de haut niveau, tu vois.
Et c'est vraiment des mecs qui sont bons. Et tu vois, moi, tous les mecs avec qui j'étais là-bas, après, ils sont tous venus en Europe et ils ont tous fait des carrières. Et ils ont toujours été dans l'équipe où on leur a donné la balle, où on leur a donné les responsabilités. Et en fait, c'est bien passé pour eux, tu vois. Ah ouais. Mais est-ce que tu vois le fait, quand t'es européen et notamment français, on va pas forcément te donner la balle, et le fait d'aller là-bas, tu reviens avec une image totalement différente, alors que des fois, t'as fait seulement 1 an, tu vois. Ouais. Après, faut pas aussi, en fait, c'est toujours pareil. Si t'as l'opportunité d'aller là-bas pour montrer quelque chose que t'as pas pu montrer en France ou ailleurs, bah, ça fait aussi partie du game, en fait, de prendre un risque et de faire un petit détour pour montrer que, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que, en fait, de rester campé sur ses positions à dire, moi, je peux faire ci, moi, je peux faire ça, pourquoi le coach me donne pas ces responsabilités ou quoi? Bah, descends d'un niveau, va dans une petite équipe, va ailleurs, montre que tu sais faire, et quand tu reviendras, normalement, les gens, ils vont aussi te regarder différemment, en fait, tu vois. Donc, je pense que c'est valable pour la G-League, mais c'est valable aussi pour la Pro B. Je pense qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui, tu vois, qui ont plus peur de descendre en Pro B, qui font des bonnes saisons en Pro B, qui reviennent en Pro A, et ils ont quand même plus de responsabilités que, avant qu'ils fassent, le choix de descendre de niveau, tu vois. Donc ouais, mais en tout cas, non, je vois ce que tu veux dire, et bah, moi, c'est clair qu'on me posait tout le temps la question à l'époque, et aussi, moi, j'en suis l'exemple même que, bah, ça m'a clairement bénéficié, ça a clairement, changé l'image que les gens avaient de moi en tant que joueur, c'est sûr et certain. Et donc, du coup, après, tu signes à Denver. Quand t'as l'appel, comment ça se passe? C'est le rêve d'une vie. Ouais. Clairement. Ouais, en plus, c'est une story marrante parce que, je crois que 2 semaines avant, je suis quasiment sûr de signer à Denver. Enfin, ce que mes agents me disent. Et au final, ils prennent un autre mec. Ils prennent Jakar Sampson. Et à ce moment-là, je me dis, putain, merde. Parce que ça fait 2-3 fois, enfin, ouais, ça fait au moins 3-4 fois que on me dit, avec ces équipes, c'est quasiment sûr, ça va le faire. Ils kiffent de ouf, ils te veulent, nanana. Et en fait, ça se joue entre 2 gars, ils prennent un autre, tu vois. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, je commençais un peu à être en mode, putain, j'avoue, j'ai quand même fait une bonne saison. Les gens, ils kiffent. Enfin, j'ai que des bons retours. Mais j'ai pas été encore call-up, tu vois. Et donc, on est un lundi soir. C'est super marrant la soirée. On est un lundi soir à Toronto. Donc en France, il est peut-être 5-6 heures du matin. J'ai mes parents qui vont se lever pour venir me voir à Toronto. Moi, je suis au restaurant avec Bismack, notre intendant à l'époque, et un autre de mes teammates. Et à Toronto, le lundi, c'était la meilleure soirée, tu vois. Et en plus, ce soir-là, je crois qu'il y avait un truc spécial, il y avait un artiste ou un truc. Et en gros, on est au resto et tout le dîner, en fait, on se pose la question de on sort ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Au final, on se dit tranquille, on sort pas. Enfin, c'était resto dans l'hôtel, on descend, juste on prend un petit verre, on se pose. Et en fait, c'est quand on descend donc il est minuit. Il est minuit, minuit et demi. Et mon agent m'appelle en fait pour me dire que Denver ils vont me signer, que demain j'ai l'avion à genre 7 heures du matin, tu vois. Et donc moi du coup bah j'appelle mes parents et je leur dis bah j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Non, même pas, je leur dis je l'ai fait traîner un peu, je leur dis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que je serai pas à Toronto quand vous allez venir, et la bonne nouvelle c'est que bah Denver ils m'ont signé et que je pars demain matin en fait. Donc ouais, franchement, c'est fait super vite. Je suis rentré chez moi, j'ai fait mon sac. Limite, je suis allé à l'aéroport direct. J'ai dormi dans l'avion. Et eux, ouais, ils sont arrivés à Toronto. Ils sont restés un jour. Et après, ils sont venus à Denver et ils ont pu voir le premier match. Donc c'était cool. C'est une belle histoire. Et là, c'était quoi d'abord, un contrat de 10 jours? Ouais, c'est contrat de 10 jours. Ouais. C'était Tender. Et donc là, t'es dans quel état d'esprit? T'es un peu en mode rêve éveillé, ou alors c'est bon et j'ai 10 jours? Non, rêve éveillé, clairement. Ok. Rêve éveillé en me disant que je vais rester à la salle pendant 10 jours. Tu vois ce que je veux dire? En gros, je vais rester à la salle matin, midi, soir pendant 10 jours juste pour montrer que, tu vois, je suis à fond. Je suis pro, ouais, mais ça reste rêve éveillé, tu vois. Je me souviens la première fois que je rentre sur le terrain, tu sais, j'avais l'impression d'être en dehors de mon corps et de me voir d'au-dessus, en fait. Et je me souviens C'était qui le premier match? Je crois, le premier match, je me demande si c'était pas, t'étais tellement en dehors de ton corps que tu sais plus de l'adversaire. Brooklyn ou Dallas. Non, parce que je sais que le premier match où j'avais pas joué parce que je venais d'arriver de ça. Et après, le premier match où je suis rentré, je crois que c'est Brooklyn. Et en fait, je me souviens, premier moment où je catch la balle. En fait, tu sais, je catch la balle tout seul, en fait. Et je la fumble comme ça. Je la garde en main, tu vois. Mais je suis comme ça, tu vois. Et ouais, non, c'était clairement rêvé. En plus, tu vois, là-bas, je rejoignais Geoffrey. Et tu sais, avec Geoffrey, on a grandi ensemble, et depuis tout petit, on parlait de NBA, on était tous les deux fans de Kobe et Shaq.
Et en fait, signer là-bas et lui, il est déjà là-bas, c'était un truc de fou, tu vois. Mes parents, ils venaient d'arriver, franchement, c'était lunaire, tu vois, c'était un truc incroyable. Ouais. Et t'as fait combien de temps en tout à Denver, du coup? Bah, j'ai fait premier 10 jours, deuxième 10 jours, après mon signe jusqu'à la fin de l'année, donc j'ai fait, ouais, les 2 derniers mois de la saison. Et donc, t'as quand même eu beaucoup de chance de jouer contre Kobe sur sa fin de carrière sur les 2 mois, quoi. T'as vraiment choisi les meilleurs 2 mois, quoi. Exactement, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que, tu vois, bah, à l'époque, Evan, il me disait, putain, c'est un truc de fou. Parce que lui, je crois que ça faisait 4 ans, ouais, 3-4 ans qu'il était en NBA. Et il me dit, j'ai jamais joué contre lui. C'est vrai? Ah ouais. Il me dit, j'ai jamais joué contre lui. Et toi, petit bâtard, t'arrives première année, boum. Mais en plus, ce qui est fou, c'est que, tu sais, c'est, surtout cette fin de saison, tu sais, il jouait pas tous les matchs. Il y a surtout les matchs à domicile. Il y a des matchs où il jouait, il faisait le premier carton, après il arrêtait. Et contre nous, en fait, il était listé day to day. Non, il était listé game time decision. Donc, ils allaient savoir que, et moi, toute la journée, je demandais aux assistants, ah, il va jouer, nan. Et donc, à partir du moment où je sais où il joue, je me dis, putain, merde, mais maintenant, il faut qu'on soit sur le terrain au même moment. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, généralement, je rentrais tout le temps fin premier carton. Lui, bah, il commence le game, il sort fin premier carton. Et je me souviens, c'est début de deuxième carton, qui re-rentre. Et en plus, bah, tu sais, à l'époque, moi, je prenais tout le temps le meilleur joueur. Le meilleur joueur. Et dès qu'il est rentré, en fait, j'ai couru sur, limite, tu sais, je suis allé défendre sur lui quand il rentrait sur le terrain, tu sais. Grave. Mais ouais, non, c'était ouf. Et tu sais, au lancer franc, à un moment, on a commencé à parler et tout, je lui ai parlé de Mulhouse et tout, et non, franchement, c'était souvenir de dingue, souvenir de dingue. Ah, dis bien aux gens qui se souviennent de Mulhouse. Il a joué à Mulhouse, hein. Ouais. Bien sûr. Mais les gens, ils me croient, souvent, ils me croient pas, hein, mais dis-leur. Et donc après cette parenthèse, on va dire un peu enchantée, tu reviens en Europe. Qu'est-ce qui fait pour toi maintenant avec le recul parce que tu as quand même un profil, voilà, tu es long, tu défends, tu peux mettre des shoots ouverts, enfin tu fais plusieurs choses, mais rien que dans un contexte NBA, tu peux voilà, défendre sur le meilleur joueur adverse, mettre des shoots ouverts. Qu'est-ce qui fait pour toi que t'as pas eu dans ta carrière un rôle à 10-15 minutes, tu vois, sur le long terme, voilà, plus longtemps là-bas, quoi? Franchement, c'est vraiment difficile à dire, tu vois. Franchement, je pense qu'il y a vraiment des choses dans la vie de manière générale. Souvent, on essaie de donner des explications à tout ce qui se passe. Et je suis pas en train de dire que moi, en fait, c'était une évidence, que j'étais l'élu et que j'aurais dû jouer. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais je pense qu'il y a des trucs, il y a simplement des situations qui ont pas de réponse, en fait. Et tu sais, la NBA, en fait. T'as tout bien fait. Je veux dire, il y a pas un moment où tu te dis, bah, justement, je joue un peu moins, j'ai un peu fait la gueule, et tu vois, c'est des choses qui peuvent. Franchement, non, je pense, peut-être le seul truc que j'aurais pu faire, en fait, c'est être plus agressif, notamment à Denver, tu vois, où j'étais vraiment dans un mindset de, tu vois, je vais essayer de rester là à long terme, je vais essayer de, tu vois, de me fondre dans le moule. Faire ce que le coach demande et tout. Ouais, exactement. Mais aux États-Unis, t'as quand même aux États-Unis un truc qui est cool, c'est que t'as toujours cette opportunité de venir et de prendre ton opportunité, en fait. Je veux dire. Donc, si t'as un mec à qui on dit, faut pas que tu shootes, faut pas que tu s'y viennes, qui vient et qui fait 4 sur 4, dit, je m'en bats les couilles. En fait, les mecs, ils vont le prendre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça veut pas dire qu'il va rester longtemps, ça veut pas dire, mais aux États-Unis, t'as quand même cette chance-là, en fait, qui fait que peut-être que c'est une chose que j'aurais pu me faire ou dans laquelle j'aurais pu faire plus. Mais franchement, j'ai pas de regrets. Et en même temps, tu sais, je partais de tellement loin, tu vois ce que je veux dire, ne pas être drafté. En France, il y a personne qui aurait mis une cacahuète sur le fait que j'aille là-bas. Et au final, tu vois, j'avais fait 2 ans quand même où j'avais dominé en D-League et j'avais fait des allers-retours avec la NBA pendant 2 ans. Donc pour moi, en fait, à ce moment-là, en fait, c'est juste une victoire. Et je me dis, en fait, bah, le next step, c'est d'aller en Europe, de dominer et d'être un fort joueur en Europe pour pouvoir, en fait, retourner en NBA avec un contrat garanti, en fait. C'est juste ça que je me dis, en fait. Donc toi, quand tu signes c'est pas un échec. Enfin, quand tu reviens en Europe, pour toi, c'est pas un échec, c'est pas. Pas du tout. Je me dis juste que c'est le next step, en fait. Parce que, en vrai, pour moi, ça make sense. Entre être un joueur, tu vois, G-League NBA, tu vois, qui quand tu fais des piges, il joue des petits 10 minutes, mais qui a pas un rôle stable, et être un fort joueur d'Euroleague, bah, pour moi, être un fort joueur d'Euroleague, c'est plus difficile que de faire ça, en fait, que d'être un, tu vois, borderline en NBA. Donc, au final, je me dis juste que c'est le next step pour pouvoir revenir là après, tu vois. Donc, je le prends pas du tout comme un échec et je me dis, là, j'ai maximisé tout ce que j'ai pu faire. J'étais un peu, tu vois, je tapais un peu un mur parce que, bah, tu sais, j'avais aussi l'étiquette du mec qui était fort en G-League et qui, tu vois, pouvait se faire call-up à n'importe moment, mais aussi le mec le plus facile à couper de par son contrat. Donc, c'est pour ça que je me dis, revenir en Europe et en Euroleague, c'est le meilleur truc à faire, en fait.
Et quand tu reviens donc tu signes à Kaunas, voilà, c'est quand même un club mythique, coach mythique. La différence de mentalité entre, tu vois, de la G-League et une fin de saison avec Denver où je crois que c'était un peu, vous jouiez pas forcément quelque chose sur la fin de saison. C'est quoi la différence de mentalité entre voilà, une exigence, on connaît en Euroleague, tous les matchs comptent, et toi qui 6 mois plus tôt, t'es dans ton rêve, mais au niveau des résultats, c'est pas forcément super important, quoi. Ouais. Et en plus, tu sais, enfin, honnêtement, quand j'étais aux États-Unis, là, pendant 2 ans, là, je regardais beaucoup moins l'Euroleague, tu vois. Vraiment, je suivais de loin, ce que faisaient mes potes, mais tu vois, je regardais plus de matchs, je regardais plus de trucs, tu vois. Et en fait, quand j'arrive à Zalgiris, en fait, c'est ça qui m'a mis un peu dedans. En fait, c'est le fait de pas avoir regardé vraiment ce qui se passait pendant 2 ans. Je suis arrivé à Zalgiris, j'ai vu l'équipe qu'on avait, tu vois, ça, en plus, tu sais, j'avais fait le champion d'Europe avec l'équipe de France, donc, tu vois, j'étais arrivé après tout le monde. Et en fait, les premiers entraînements, en fait, je vois l'équipe qu'on a et les joueurs qu'on a, et en plus, j'étais en pleine forme, et je me dis, ah ouais, en fait, je me dis, ça va être facile, en fait. Tu vois, je veux dire, je me dis vraiment, physiquement, athlétiquement, je me sentais vraiment bien, et je me disais, ça va être facile, tu vois. Je me disais, ça va rouler, tu vois. Et le truc qui est marrant, c'est que, tu sais, Sarah, c'est un mec qui est charmant, tu vois. C'est un mec, son anglais, il est parfait. Ouais. Franchement, et je me souviens, j'étais en plein été, j'étais à Toronto, c'était même avant le championnat d'Europe. Et il m'appelle, et en fait, la discussion qu'on a, en fait, je me dis, mais, putain, en fait, c'est mon gars, lui. Tu vois, vraiment, je me dis, en fait, ça va être mon gars. Tu sais, il connaît mon game, il me parle et tout. Sincèrement, je me dis, mais en fait, avec lui, je vais trop bien m'entendre. Je me dis, vraiment, ça va être mon gars. Et c'est marrant, hein, parce que quand t'arrives là-bas, en fait, il laisse toujours au nouveau, je crois que c'est 1 semaine où il te dit rien. Ok. Vraiment, t'arrives là-bas pendant 1 semaine, il te laisse t'acclimater, t'installer et tout. Il dit quasiment rien. Ouais. Moi, je me souviens, le seul truc qu'il me disait, et c'était en mode un peu sur le côté, fais gaffe à ça quand même, c'était que, tu sais, j'avais pris l'habitude de me mettre grave loin de la ligne à 3 points, en fait. Ok. Pas forcément pour shooter, mais même dans le jeu, en fait, tu vois, pour plus de spacing et tout, tu vois. Et il me disait tout le temps de me rapprocher. Mais c'était le seul truc qu'il me disait, tu vois. Et lundi matin à 8h de la deuxième semaine. Non. Deuxième match, on va à Neptunas. Donc Neptunas en Lituanie, c'est une bonne équipe et c'est un déplacement qui est un peu difficile, la salle et tout. Et en fait, on va là-bas et là, en fait, c'est le château de cartes qui s'écroule, en fait. Le château de cartes qui s'écroule, donc moi, je suis arrivé en retard, Misic est arrivé en retard, Brandon Davis est un nouveau joueur aussi. Et en fait, au début, il s'est dit, ces trois-là, en fait, c'est eux, Saras, en fait, il aime bien te break down pour te rebuild. Et il s'est dit, en fait, ces trois-là, eux, je vais me les faire, en fait. Et on arrive là-bas, et franchement, le match, c'est vraiment, ouais, le château de cartes, il s'écroule, quoi. Je me souviens, en fait, je commence sur le banc, premier temps mort. Tu vois, il parle avec la plaquette. Moi, je suis derrière lui. Et tu sais, je bouge un peu, quoi. Je m'étire, je bouge, je regarde à gauche, à droite, je sautille un peu, tu sais. J'attends de rentrer, mais tranquille, tu vois, je reste actif. Et à un moment, je tourne la tête, et je regarde au milieu, et là, je vois, il s'est arrêté, et il me regarde. Et tout le monde me regarde. Et tout le monde me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu sais, j'étais en train de m'étirer, je bougeais comme ça. Et là, il commence, et non, il me regarde pendant peut-être 10 secondes, qui paraissent une éternité. Et moi, en fait, au bout d'un moment, genre, je mets mes mains comme ça, et avec les coachs, tout ce qu'ils détestent. Et surtout lui, en plus. Et en gros, je fais comme ça, en mode, genre, qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Et là, il commence à s'énerver de fou. Après, il me fait rentrer. Je joue une fin de possession, je ressors sur un jeune, tu sais, en fin de premier carton, qui prend un tir au buzzer. Je reviens, il crie, pourquoi tu prends pas tes responsabilités? Pourquoi tu fais la passe à un jeu? Et en fait, vraiment, tout le game, il m'allume, moi et Misic, il nous allume, en fait, tu vois. Et je me souviens même, ça va jusqu'à un mec, Butkevicius, qui jouait là-bas, qui fin troisième carton, en fait, il prend un tir de avant le milieu de terrain, et moi, je suis devant lui et je fais rien, en fait. Tu vois, le gars, il tire avant le milieu de terrain, je le regarde comme ça, je fais rien. Et le gars, il le met. Il jette la plaque, il m'incendie. Donc, on perd le match, on rentre à Zalgiris, personne rentre chez soi, vidéo direct. Et là, frérot, on passe 2h30 à se faire incendier. Mais genre, incendier. Tous les trucs. Le moindre dribble, le moindre, tout, en fait.
Et là, j'ai dit, ah ouais. Là, j'ai dit, ah ouais. Là, j'ai commencé à truc. Et en fait, après, il y a eu un peu une période de, tu vois, où on était un peu comme ça, parce que moi, je voulais lui prouver que, et lui, il voulait me construire de telle façon. Et donc là, tu vois, pendant peut-être, ouais, du mois d'octobre, ouais, pendant jusqu'au mois de fin novembre, décembre, en fait, c'est genre, je fais un bon match, un mauvais match, un bon match, un mauvais match, deux mauvais matchs, un bon match. Et tu sais, on est vraiment comme ça, en fait. Genre, moi, je veux lui prouver que, et lui, il veut truc, tu vois. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, enfin, je vais pas gagner, en fait. Ouais, je vais jamais gagner, c'est impossible. Je me dis, et pourtant, tu vois, je sors quelques bons matchs en Euroleague et tout, et je sens que je peux vraiment, tu vois, être bon et m'exprimer et avoir un impact. Mais au bout d'un moment, en fait, je me dis, bon, c'est quoi? Vas-y, je vais faire tout ce qu'il me dit, et puis on verra, tu vois. Seulement, en fait, tu sais, quand tu réfléchis comme ça, bah, tu sais, tu commences à perdre confiance, t'es moins agressif, tu sais, tu commences à refuser les trucs, tu fais la passe, tu vois ce que je veux dire? Et donc là, il y a une période qui était dure pendant peut-être un mois, jusqu'à, ouais, je dirais début décembre jusqu'à fin décembre, où en fait, genre là, je suis genre, il me met dans le 5, il me fait jouer 2 minutes, il me sort, je joue plus du game. En gros, le moindre truc que je fais, en fait, il part en folie, en fait. Ouais. Là, je me dis, ah ouais, putain, ça me manque la G-League. Ouais, limite, tu vois, limite, enfin, il y a des moments, en fait, où je réfléchis à partir, parce qu'en fait, je me dis, putain, en fait, j'ai vraiment l'impression que si tu me mets sur le terrain et tu me laisses 20 minutes, en fait, je peux mettre 10 points en Euroleague facile, en fait. C'était vraiment mon sentiment. Et au final, bah, tu vois, pareil, Peja et Misko, tu vois, ils me disent que ça va bien se passer, et en gros, continue à faire ce qu'il te dit, et surtout continue à bosser, parce que ça, c'est le truc que j'ai toujours fait. Et c'est au final, ce qui m'a sauvé, c'est que, tu sais, nous, on s'entraînait que les soirs. Et en gros, le matin, c'était libre. Et moi, en gros, tous les matins, 10h midi, j'enquillais des 500 shoots. Parce que moi, au début, quand je suis arrivé là-bas, ils voulaient pas que je shoot, tu vois. Moi, c'était coast to coast. C'était défense, drive, coast to coast. Moi, il m'a dit, toi, tu fais ça. Et shooter, je me souviens, même au début de saison, des fois, je prenais des tirs ouverts et tout. Il me disait, extra passe, Je dis, wow. Et au final, tu vois, donc, il y a eu cette période qui était dure. Et je me souviens, je crois que, ouais, c'était juste après Noël, je crois. Ce qui est cool, c'est que, tu vois, Brandon Davis, Micic, j'étais un peu dans la même situation, mais, tu vois, on était tous un peu dans la même situation. Ah ouais. Et je me souviens avec Brandon, avant un match, c'était contre Valence, on s'est regardé avant de rentrer sur le terrain, et en gros, on s'est dit, nique sa mère, en fait. Viens, on ne calcule pas. Genre, on est en top forme, là, viens, on rentre, et genre, juste, on roule sur tout le monde, en fait. Tu vois, je veux dire, défensivement, dès qu'on a la balle, offensivement, on est agressif, tu vois. Et on s'est vraiment dit ça, en fait. Et je pense qu'à ce moment-là, genre, je sors un de mes meilleurs matchs. Et donc à l'époque, tu sais, souvent, je défendais sur le meneur et c'était Van Rossum à l'époque à Valence. Et franchement, les 5 premières minutes, il pouvait même pas passer le milieu de temps. Et dès que j'avais la balle, en gros, je poussais comme un malade, coast to coast, drive, nanana. Et en fait, c'est à partir du moment-là où ça a switché. Et même, j'ai vu dans ses yeux, en fait, à Saras, que c'est à ce moment-là, en fait, où il s'est dit, c'est bon, en fait, j'ai réussi ce que je voulais faire. Et après, à partir de là, toute la deuxième partie de saison, c'était top, en fait. Vous allez au Final Four quand même, donc je pense que son management, il a plutôt bien marché au final. Ouais, grave. Au Final Four, on fait une saison de ouf, ambiance de ouf. Ouais, franchement, expérience incroyable. Ouais, très bonne saison. Et qu'est-ce qui te fait partir en fait au bout d'un an? Mentalement, t'en as marre, quoi. Malgré les résultats. En fait, il y a deux trucs. Je pense que j'étais un peu pressé. La saison, c'était une saison, mais on a l'impression d'avoir fait 2 saisons en une saison. Bah ouais, tu m'étonnes. Il y a le fait aussi que je me suis dit, on a fait une saison incroyable. La probabilité pour qu'on refasse plus ou moins la même chose l'an prochain, c'est difficile. Et, tu vois, il y a eu l'opportunité d'Olympiakos, et Olympiakos, c'est une de mes équipes préférées depuis tout petit. Et en plus, on venait de les battre en play-off et j'avais été vraiment bon. Donc, je me suis dit, difficile de refuser, tu vois. Ouais, t'avais quand même une belle opportunité. Et Athènes, c'est aussi ville incroyable. Donc je me suis dit le tout en fait, je me suis dit bon, Zalgiris en fait c'est incroyable, on a réussi à faire un truc de ouf. Maintenant un peu on to the next one, tu vois. Ouais. Et Olympiakos, qu'est-ce que tu retiens de ce club-là, parce que là maintenant ils sont nouveau top de l'Euroleague. Les fans, je suppose. Enfin même Zalgiris, c'est des fans incroyables. Mais au niveau des fans, t'as été servi, quoi. Ouais, franchement, Olympiakos, c'était vraiment. En fait, tout était top jusqu'à janvier. Après, au mois de janvier, on a un peu
collectivement, on a drop et après on s'est jamais relevé. En fait, ce qui était dur, c'est que, et franchement, je sais vraiment pas comment il a fait, mais tu sais, David Blatt, il était malade. Ok. Il avait une sclérose en plaques, donc c'est quelque chose qui est super lourd avec un traitement Il coachait avec ça? Et il coachait quand même, en fait. C'est ça qui est ouf, tu vois. Limite, il pouvait pas marcher, il nous coachait quand même. C'est ça qui est incroyable. En fait, je sais pas comment il faisait tous les matins pour se lever. C'est des fois, il tombe. Enfin, c'était vraiment, mais en même temps, c'est super inspirant, en fait, tu vois. Mais ouais, du coup, au mois de janvier, ça a été difficile. Après, on s'est jamais relevé. Mais le début de saison jusqu'au mois de janvier, franchement, individuellement, collectivement, c'était ouf, tu vois. Moi, j'étais sur même des meilleures bases qu'à Zalgiris. Collectivement, on était top 5. On était bien, quoi. Et je me souviens, il y a eu ce match à Darüşşafaka là qu'on perd comme des cons alors qu'ils sont derniers. Et après ça, franchement, ça a jamais été pareil, tu vois. Ok. T'as comme quoi, tu vois, dans une saison, il y a des moments à gérer, ça tient à rien, quoi. Ouais. Et derrière, quand tu vas à Malaga, mais tu restes pas longtemps, il me semble. Bah, mais Malaga, c'est l'année en Covid. 3 ans, t'as quand même fait Lituanie, Grèce et Espagne. T'as vraiment vu 3 baskets plus ou moins, enfin peut-être plus ou moins différents, quoi. Mais au niveau de la culture, quand même, t'as appris beaucoup de choses, quoi. Ouais, non, c'est clair. Là-dessus, franchement, j'ai vraiment été chanceux et c'est pour ça que je me suis, tu vois, même si Malaga s'est mal passé, au final, bah, ça met un peu une tâche sur les 2 saisons d'avant. Je me dis, pareil, en prenant du recul et en faisant le résumé des 3 années, je me dis, putain, quand même, t'as pu faire Zalgiris, Olympiakos, Malaga, c'est que des grands clubs, c'est que des gros fans, tu vois. Dans tous les clubs, on a fait des finales, on a joué le haut niveau, on a gagné des titres. Donc je me suis dit, en vrai, tu vois, même si individuellement, au final, c'est pas exactement ce que je voulais, mais je me dis, enfin, c'est quand même top, tu vois. C'est quand même top. Ouais, clairement. Et qu'est-ce qui fait que l'année d'après, il me semble que tu commences la saison à Strasbourg, mais c'est vite fait. On avait l'impression que c'était juste pour commencer la saison et voir s'il y avait mieux derrière. Et qu'est-ce qui fait que tu vois, après 3 grosses expériences dans des gros clubs européens, tu retournes en G-League? Ouais. Bah, en fait, ce qui se passe déjà, c'est que je me blesse. Ok. C'est à Malaga, je me fais une rupture partielle du tendon d'Achille en finale de Coupe du Roi. Et après, en fait, le Covid arrive la semaine d'après, en fait. Donc, je dois faire ma réhab à la maison. Et après, ils avaient fait une bubble, mais j'étais clairement pas prêt à la faire. Donc, en fait, à ce moment-là, et surtout après l'expérience de Malaga, qui, baskettement parlant, c'était ma pire expérience. En fait, je me suis dit, tu vois, si je peux pas être dans un club comme Olympiakos, ces trucs-là, en fait, j'ai pas envie d'être dans un club un peu moins bien, Eurocup, un truc comme ça. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit, encore une fois, c'est la NBA ou rien. Et même si je voulais revenir avec un contrat garanti, tu sais, j'avais toujours quand même une bonne cote aux États-Unis et tous les étés, tu vois, j'avais des propositions, mais qui étaient pas garanties. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, bah, je vais retenter ma chance comme au début. J'ai pas réussi à faire le step que je voulais. Mais en gros, je crois toujours en moi, j'ai toujours des qualités. Si je suis en forme, en fait, ça peut toujours marcher, en fait. Ouais, bien sûr. Et donc, je me remets de ma blessure. Je fais une prépa physique de ouf avec mon pote Yanis. Et arrivé le mois de septembre, en fait, il y a la pige de 1 mois à Strasbourg où, en fait, je leur dis clairement, et ils savent, et tu vois, moi, je voulais aller en NBA, mais c'est juste que la saison, on savait pas quand elle allait commencer. Et je me suis dit, en fait, c'est mieux de faire 1 mois et de jouer, sachant que ça faisait, tu vois, on avait arrêté la saison au mois de février en Espagne. Donc ça faisait, ouais, quasiment 5-6 mois. Et le but, ouais, c'était vraiment de faire 1 mois, me remettre un peu en forme et après attendre que ça reprenne en NBA, parce qu'il y avait pas de date officielle, mais tout le monde disait que les training camps devaient reprendre début décembre. Et au final, pareil, j'arrive à Strasbourg fin de prépa, je suis en forme, pré-saison bien, et premier game au moment, 10 minutes, adducteur, pop. Comme quoi, une carrière, ça tient à pas grand-chose des fois. Enfin, des blessures comme ça. T'as pas été souvent blessé, non? T'as pas eu de grosses blessures à part Malaga et Strasbourg? En fait, à partir de Malaga, j'ai commencé à avoir des petits trucs, tu vois, des petits mollets, des petits adducteurs, des petites lésions comme ça. Mais avant Malaga, non, jamais. Et donc, quand tu vas en G-League, je me souviens d'ailleurs à la fenêtre de l'équipe de France, t'étais parti en plein milieu du stage. Ouais. T'étais parti pour... C'était la G-League des Warriors, hein, si je dis pas de bêtises. Au début, c'était le training camp. C'était le training camp des Warriors. Et donc, il y avait Steph Curry. Exactement. Alors, parle-nous un peu de Steph Curry après cette finale olympique. Moi, c'est le gars qui m'impressionne le plus. Après, voilà, on sait tous grâce à son shoot et tout.
Moi, je trouve que c'est juste le mec qui se rapproche le plus de la perfection, en fait, à tous les niveaux, en fait, tu vois, en tant qu'homme, en tant que joueur, en tant que tout, en fait, tu vois. Quand tu le regardes, en fait, tu regardes sa vie, en fait, tu dis, en fait, tout est parfait, en fait, tu vois ce que je veux dire? Belle famille, basket incroyable, bête d'investissement. En fait, il fait tout, en fait. Il joue au golf, il est nice de ouf, tu vois. Et ouais, franchement, super mec, super humble. Moi, je le connaissais ni d'Adam ni Ève. Premier jour où j'arrive, il m'appelle par mon prénom. Enfin, tu vois, c'est des détails, c'est des trucs, en fait, qui arrivent pas tous les jours et qui arrivent pas tout le temps, surtout là-bas, en fait. L'autre qui était comme ça, c'était Kyle Lowry aussi, qui était très conscient de ce qui se passait, de qui était qui, et même si c'était un petit jeune, tu vois, les mecs qui étaient à prendre l'air bon, ils connaissaient les prénoms de tout le monde et tout, ça m'avait marqué. Mais ouais, Steph, c'est ouf. Bah, franchement, des histoires sur lui, on a 1 million. Mais moi, souvent, ce que je faisais, c'est, tu vois, nous, l'entraînement commençait à 10h. Tu vois, les jeunes ou les mecs qui se battaient pour un spot, généralement, on commençait à faire nos entraînements individuels à 8h, de 8h à 8h30. Et après, c'était selon les statuts que, tu vois, c'est des groupes toutes les 20 minutes, 30 minutes. Et moi, en fait, à chaque fois, en fait, je faisais mon workout, j'allais prendre un petit déj. Et après, je revenais, je m'asseyais par terre et je regardais ses workouts, en fait. Franchement, c'est un jeu vidéo, le mec. J'aurais fait pareil. Et ces workouts, ça correspond à quoi à peu près? Donc 20-30 minutes, tu dis? Ouais, tu sais, ils appellent ça vitamine, c'est les trucs avant l'entraînement, en fait. Mais intensité, bonne intensité quand même, quoi. En fait, il y a un truc, lui, je pense qu'il a, et qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, il a jamais arrêté de penser que le basket, c'est un jeu, en fait. Okay. Tu sais, en fait, même quand on fait un drill, souvent, en fait, on fait le drill, on se dit, OK, je vais faire une feinte là, je vais revenir là. Mais lui, en fait, tout ce qu'il fait, c'est constamment, en fait, jouer. Donc, c'est beaucoup d'instinct. Et ça donne aussi une certaine vitesse à tout ce qu'il fait, en fait. Tu sais, si tu sais qu'en fait, tu fais tout le temps le même mouvement, en fait, ta vitesse, elle va être plus ou moins, il y aura un cap, en fait. Mais si, par exemple, tu sais pas qu'il va aller à gauche et il va à droite, en fait, sa vitesse et sa vélocité, en fait, surtout à l'œil, en fait, ça va te paraître plus important que si tu sais qu'il fait tout le temps le même mouvement. Et ça, c'est un truc qu'il fait, en fait. J'ai l'impression que dans ses workouts, c'est beaucoup de jeu. Beaucoup d'instinct et beaucoup de lecture. Et c'est pas toujours, en fait, 10 tirs au même spot, 10 tirs le même move, 10 tirs le même truc. C'est toujours très joué, beaucoup d'instinct. Tu vois, tu sens qu'il y a de la malice en lui, en fait. Tu vois. Ouais, si tu vas un peu à l'encontre de ceux qui pensent que travailler, ça doit être dur, tu vois, tu dois serrer les dents. Il y a un peu de ça aussi, oui, il y a un peu de ça aussi, parce que quand tu le vois, en fait, tout paraît si simple, tu vois. Donc, il y a un peu de ça aussi. Mais ouais, je trouve que c'est une approche qui est cool, et même tu le vois quand il joue, en fait. C'est un mec qui, tu sais, en fait, même quand il fait du trash talking, en fait, ça embête personne parce que tu sens qu'il est genuine, en fait. Tu sens que ça vient du cœur, et que juste, en fait, il fait son truc, et qu'à un moment, il a fait un truc de ouf, et que tout le monde est content, donc, tu vois ce que je veux dire? En fait, au JO, quand il a fait ses 9-9 et tout, en fait, je pense qu'il y a personne qui l'a mal pris. Parce qu'en fait, c'était juste le truc qu'il fallait faire, en fait. Il vient de faire un truc de ouf. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune arrogance ou aucun once de négativité dans ces trucs-là, tu vois. Bon, c'est bien. Je suis content que tu me dises ça. Ça m'aurait embêté que tu me dises qu'en fait, le gars, pas du tout comme ça. Non, c'est un bête de gars, Et après, donc, du coup, tu arrives à trouver un spot au Milwaukee Bucks. À Milwaukee, ouais. Là, tu tombes encore avec une autre superstar. Mm-hmm. Est-ce que toi, quand tu côtoies des superstars comme ça, qu'est-ce que tu arrives à prendre d'eux, sachant que voilà, c'est des qualités. Même toi, t'es un super joueur, mais t'as pas Giannis Antetokounmpo. Avoir son physique, je pense qu'il y a que lui qui l'a. Mm-hmm. Est-ce que tu arrives quand même à apprendre des trucs à droite à gauche dans leur jeu ou dans leurs habitudes, dans leur éthique de travail? Est-ce qu'il y a des choses que tu as retenues? Ouais, bah tu vois, par exemple, le truc de Steph, c'est quelque chose que je fais souvent, en fait, tu vois, dans mes workouts, en fait, quand je me dis je suis à 45 degrés, en fait, je commence à 45 degrés, en fait, après je vais partout, en fait. Tu vois, je vais peut-être partir baseline, faire 2 drills pull-up, après je vais ressortir à 3 points, mais c'est un truc que je fais souvent, tu vois. Okay. Après Giannis, franchement, lui, c'est vraiment sa mentalité. Il est vraiment différent, et c'est ça je pense qu'il le sépare de tout le monde, en fait. C'est que c'est un mec qui a peur de rien. C'est un mec qui, tu vois, s'en fout de ce que les gens disent. Souvent, t'as souvent ces débats de dire que ouais, Giannis, il a pas de skills, il a pas de ci, il a pas de ça. Franchement, il s'en bat les couilles, en fait. Enfin, ça le touche même pas, en fait, tu vois. Et s'il faut qu'il aille tout droit 10 fois pour dunker dessus et pour gagner, en fait, il va le faire, en fait. Et en vrai de vrai, il a raison, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Non, mais il pourrait, comme tu dis, il pourrait faire un truc entre les jambes pour essayer de montrer aux gens, bah, je peux faire ça. Bien sûr. Mais, en fait, tu vois, lui, c'est efficace au possible.
mentalité de ouf. Pareil, comme Steph, en fait, tu sens que tout ce qu'il fait, c'est vraiment genuine et ça vient du cœur, en fait. Tu sens que vraiment, il aime le game, il aime le basket, il veut vraiment gagner. Il aime ses teammates, super mec, super famille, tu sais, ils ont une story de ouf. Donc c'est aussi super inspirant et ouais, enfin, c'est des super gars. Il y en a un autre qui m'intéresse, c'est Holiday, parce que tu sais, souvent on te dit, ouais, la défense, ça vient de la mentalité, c'est dans la tête. Qu'est-ce qu'ils disent les coachs? 95% dans la tête, 5%. Et là, tu te dis, mais attends, mec, moi, j'arrive à voir si un gars il est plus rapide. Au final, je peux le vouloir autant que je veux, j'arriverai pas à l'arrêter. Et souvent, tu as l'impression que la défense, c'est pas comme l'attaque, c'est pas technique, c'est juste, tu vois. Mais alors que moi, plus je regarde les bons défenseurs, et moi, j'adore regarder les bons défenseurs parce que comme c'est un truc que je sais pas faire. Quand je le vois, je trouve ça vachement technique, tu vois. J'ai l'impression que tout est, tu vois, il est malin, il sait comment se placer, que limite qu'il a des tactiques en défense pour essayer de prendre la balle, enfin, tu vois. Ouais. Bah, franchement, donc moi, Dro, tu sais, je l'ai connu même quelques années avant quand tu sais, j'avais eu un call-up avec New Orleans et j'avais fini l'année avec eux et il était déjà là-bas. Okay. Et après, quand on s'entraînait là-bas l'été, il était avec nous aussi, il était là-bas et il s'entraînait. Et Drew, moi, je pense que le truc là où vraiment il est meilleur que tout le monde, c'est en fait physiquement, il est plus prêt que tout le monde en fait. Physiquement, je pense que j'ai rarement vu un mec aussi complet en fait. Tu vois, il est fort, il est athlétique, il est vite, il peut sauter pied gauche, pied droit. En fait, il peut tout faire en fait. En fait, je pense que si tu fais un concours en muscu avec tous les joueurs NBA, en fait, je pense qu'il sera au top partout en fait. Si tu fais la moyenne finale de tous les exos... Franchement, je pense qu'après LeBron, je pense que c'est peut-être le meilleur athlète dans le sens où c'est le plus complet, en fait. Parce que, après, tu vois, c'est un mec qui vient de LA, donc, tu sais, il est tranquille, tu vois, il est tranquille, mais il peut tomber de ouf, je te dis, 2 pieds, 1 pied, une main, 2 mains, il peut défendre sur Giannis, il peut défendre sur Kyrie, il peut défendre sur tout le monde, en fait. À l'entraînement, en fait, tu sais, quand des fois il y a des one-one et tout, c'est le seul mec qui peut vraiment défendre sur Giannis, en fait. Et genre vraiment lui poser des problèmes. C'est pas défendre en mode, ouais, il va faire un stop et prendre 10 paniers. C'est le seul mec qui peut répondre, en fait, physiquement, techniquement, tactiquement, à un mec comme ça, tu vois. Et ouais, pareil, tu vois, lui, c'est mec de ouf, story de ouf avec sa femme, super famille, super mec. Donc ouais, non, génial, donc. T'es tombé sur pas mal de bonnes superstars quand même au final, hein. Ouais, franchement, même en Europe. Franchement, c'est un truc, souvent, les gens me demandent et, tu sais, t'as souvent un peu ces clichés, en fait, dans les équipes, où on se dit souvent, ouais, il y a des mecs qui doivent être grave selfish, c'est des enculés, c'est des ceci, c'est des cela. Franchement, moi, souvent, enfin, je dois vraiment réfléchir longtemps avant de trouver un mec où je me suis dit, en fait, j'avoue, il est chelou, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Franchement, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, même en G-League. Même en G-League, j'ai rencontré des bêtes de gars, mais vraiment, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en plus, du coup, vous arrivez à être champion NBA. Mm-hmm. Est-ce que toi, tu joues pas beaucoup sur la fin de saison. Mm-hmm. Ça, c'est toujours une question que je me suis posée aussi, tu vois, entre le fait d'être sérieusement content, enfin, c'est quand même, voilà, champion NBA, au final, personne ne te l'enlèvera jamais, tu vois. Et te dire, ouais, tu sais, t'as toujours cette petite part d'ego qui te dit, ah, j'aurais aimé plus, enfin, tu vois, moi, je te le dis honnêtement, j'ai fait enfin, c'est pas un champion NBA, mais il y a un titre, c'était d'être une Coupe de France, comme ça, j'avais mal joué, ou j'avais dû jouer 10 minutes, j'étais là, mais j'étais pas bien, quoi, j'ai pas profité. Alors, tu vois, c'est toujours une question que je me suis posée, je l'ai posée aussi à Léo par rapport à la finale de l'Euroleague, où il était en civil sur le côté. Et tu vois, toi, comment t'as vécu ce moment-là? Si c'était vraiment... j'espère pour toi d'ailleurs que c'était full plaisir. Ouais. Ou t'as eu une petite part de toi en mode, j'aurais aimé apporter, quoi. En fait, t'as toujours cette part de toi qui dit, j'aimerais apporter, en fait. En fait, t'as aucun mec qui se dit, c'est la finale NBA, en fait, j'ai pas envie de jouer, ou je suis pas assez bon pour jouer, ou tu vois, je veux dire, en fait, tu vois, on fait partie des meilleurs joueurs du monde, t'es dans une équipe qui va en finale. En fait, tu sais qu'à un moment donné, sur situation, en fait, tu sais que tu peux aider, tu sais que tu peux apporter, et enfin, c'est même des maths, en fait. Si t'es dans l'équipe, t'es capable de faire quelque chose, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, moi, donc t'as toujours cette part de toi qui te dit, j'aurais pu aider, j'aurais voulu aider, tu vois ce que je veux dire? Et même moi, pour l'anecdote, et tu vois, je sais pas si c'est un regret, mais c'est vraiment quelque chose dont je me souviens qui m'avait marqué, c'est quand on joue Brooklyn, tu vois, les 2 premiers matchs là-bas, on prend 2 branlés. Tu vois, vraiment, on prend 2 branlés, tout le monde a la tête dans le seau. Genre, on est vraiment en mode, enfin, Giannis en conférence de presse, après, il dit KD, c'est le meilleur joueur du monde. Bref, tu sais, on est vraiment en mode, tout le monde a tête basse. Ouais, c'est chaud, quoi. Ouais.
Et quand on rentre à Milwaukee, je me souviens, Bud, il appelle tout le monde à l'avant de l'avion. Et il dit en gros, demain, prenez des off, personne vient à la salle, restez avec vos familles, ressourcez-vous, et on se rejoint dans 2 jours pour préparer le match, et le lendemain, on game, tu vois. Et quand on se rejoint à la salle pour parler du game, je me souviens, on fait une séance vidéo où j'avoue, tu vois, il dit un peu la vérité, et défensivement, on était cata, tu vois. Et je me souviens, à un moment donné, il dit un truc du genre, mais qui veut garder Kyrie, qui veut garder un tel, qui veut, tu vois, je veux dire. Et moi, en fait, je me souviens, à ce moment-là, j'ai quelque chose en moi qui m'a dit, genre, moi, tu vois, je veux dire. mais sincèrement, tu vois. Et au final, je l'ai pas fait, tu vois. C'est en mode le truc de film et tout. Exactement, tu te lèves, tu vois. et au final, je l'ai pas fait, tu vois, mais je me souviens, c'est quelque chose dont je me souviens. Donc tout ça pour dire qu'en fait, t'as toujours envie de gamer, t'as toujours envie d'aider, tu vois. Après, moi, je pense que super vite, en fait, je me suis rappelé de là où je venais. Il y a un an, j'avais le pied dans une attelle, je pouvais pas schémar. Je sortais de Malaga où c'était la pire année basket de ma vie. Même après, tu vois, à Strasbourg, je me blesse. Quand l'entraînement avec les Warriors, je me blesse, j'ai un truc, on sait pas ce que j'ai. Je me dis, ah, vas-y, ça se trouve, je vais rentrer jouer je sais pas où. Tu vois, même à l'époque, avant d'aller à la Bubble avec les Warriors, j'ai eu une offre en Turquie, bien payée. Et tu vois, j'ai une blessure, on sait pas ce que j'ai. Tu vois. Et je me suis, en fait, j'ai des potes à moi qui me disent, en fait, frérot, genre, prends le BF, va en Turquie, remets-toi bien, après tu verras. Ouais. Et en fait, même moi, à un moment donné, je me dis, en fait, je crois que je vais faire ça. Hein. De toute façon, t'as tellement de choix entre des moments où t'aurais pu faire choisir ça ou ça. Et, non, de ouf. En fait, tu sais pas, ça se trouve, l'autre, ça aurait été encore un meilleur choix de carrière ou pire. Enfin, tu peux pas savoir, en fait. Hein. Tu sais, les gens qui étaient... Justement, quand au final, tu dis que tu finis dans l'équipe championne NBA et que t'as réussi tu vois, à refaire tout ça, bah, je me dis, en fait, c'est ultra positif et je me suis dit, en fait, enjoy, tu vois. Maintenant, c'est pareil, tu vois, en gros, je vais changer. Si on me demande t'es champion NBA tout ça, je dis ouais, champion NBA. Mais en fait, c'est jamais un truc que naturellement, en fait, je dis ah oui, moi je suis champion NBA, ah oui, moi je suis ça. Genre je me balade avec ma bague et tout, tu sais, jamais en fait. La bague, je la regarde jamais. Tu vois, elle est dans mon coffre, elle bouge pas. Et quand tu vois, j'ai des gens de confiance qui me demandent de la voir absolument, je la montre. Mais sinon, en fait, je me dis juste, c'était une story de ouf, c'est incroyable, c'est top, j'ai de la chance, j'ai vécu un moment de malade. Mais voilà, on to the next one, en fait. Je peux pas non plus own the thing comme si c'est moi qui avais fait que. Je me dis, j'ai de la chance, j'étais un privilégié, j'étais au premier rang, littéralement. Ah, mais gars, tout le monde n'est pas comme ça, gros. Ah non, c'est clair, c'est clair. Après, moi, tu vois, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et au final, ouais, pareil, super positif, super content. Mais voilà, on to the next one. Et donc, le next one, c'est... Tu reviens à Paris. Paris, c'est clairement un projet. Bon, quand tu arrives là-bas, enfin, moi, personnellement, j'avais l'impression que le projet était fait pour toi. Tu vois, leur façon de communiquer, les réseaux, le projet, bon, ça jouait encore à Carpentier à l'époque. Mais Paris, c'est une ville que toi, t'adores. Avec le recul, qu'est-ce que t'en as pensé de cette expérience là-bas je parle de Paris Basket, hein, je parle pas des Mets, mais de Paris Basket. J'ai l'impression que des fois, t'étais... comment dire ça qu'au début, voilà, tu es arrivé un peu en grande pompe et très vite, je sais pas, tu as été dans un rôle où des fois tu sortais du banc. Après, tu as eu différents coachs aussi. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de l'ensemble de tes années là-bas? Franchement, je suis vraiment pas un gars qui a des regrets, mais franchement, ça, c'est vraiment tout ce qui s'est passé là-bas, en fait, c'est juste regrettable, en fait. Enfin, comme tu l'as dit, c'est un projet qui est top, qui est toujours top. C'est un projet dans lequel je pense que j'avais énormément de choses à apporter sur un dehors du terrain. Je pense que la première année, tu vois, sur le terrain, en tout cas moi individuellement, elle s'est bien passée. On a réussi à se sauver. Et en fait, après, la deuxième année, il y avait beaucoup d'attentes et eux, tu vois, moi, il y a quelque chose sur lequel ils sont jamais cachés, c'est qu'ils voulaient avancer vite et ils voulaient vite progresser, en fait, tu vois. Et donc, les 6 premiers mois, en fait, je suis pas trop bête, donc je me dis bon, on fait avec et enfin, on va pas tout révolutionner en 6 mois et on va avancer petit à petit. Et par contre, la deuxième année, il y avait beaucoup d'attentes. Et malheureusement, en fait, il y avait beaucoup d'attentes et beaucoup d'ambition, mais simplement pas assez de travail, en fait, tu vois. Et moi, qui suis un mec qui est toujours beaucoup bossé, en plus, qui vraiment, quand je suis arrivé dedans, en fait, je me suis dit, en fait, je vais plus jamais rebouger. Et, genre, en fait, vraiment pareil, en fait, ça venait du cœur, en fait. J'avais vraiment envie que ça marche, en fait, à tous les niveaux, en fait, tu vois.
Et c'est là où en fait j'ai senti que bah tu vois ce qu'on faisait à l'entraînement et ce qu'on faisait tous les jours, bah en fait ça matchait pas du tout là on voulait aller, et du coup bah ça a créé pas mal de discussions, pas mal de clashs, et après bah moi tu vois j'ai pas toujours eu les bonnes réactions non plus, et en fait il y a simplement un moment où en fait j'ai dit bah écoutez, vous voulez faire ça, moi je pense que c'est pas ce qu'il faut faire et ça va nulle part. Et je pense que ça marche pas comme ça. Et en fait, il y a un moment où en fait, j'ai arrêté de jouer, tu vois. Je me mettais dans le corner Ouais. et j'attendais que ça se finisse. Vous aviez quand même un système assez incroyable avec un coach qui était très marqué NBA. Ouais, mais même au-delà de ça, tu C'est... vois, sincèrement, franchement, c'est un bon coach. Je veux dire, Will, c'est un bon coach, c'est un mec intelligent. Simplement, en fait, on lui a donné des consignes, on lui a dit qu'on voulait ce type de basket et qu'on voulait faire ça. Et lui, en fait, il a dit, bon, bah, on va faire ça, en fait. Tu veux que je te dise? Ok. Ah, c'était même pas vraiment lui même pas lui qui voulait forcément ça, quoi. Moi, je pense que c'est un coach intelligent. Donc, je pense qu'en voit notre équipe, en fait, je pense qu'il se dit, bon, c'est pas exactement ça, tu vois. Après, comme je te dis, c'est ce qu'on lui a demandé de faire, et lui, il l'a fait de manière super enthousiaste, et il a donné tout ce qu'il avait pour faire en sorte que ça marche, tu vois. Alors que moi, j'étais plus dans un mindset de se dire, en fait, si vous voulez faire ça, en fait, faut qu'on pose 10 fois plus, et peut-être qu'on change un ou deux trucs dans l'équipe. Mais au-delà de ça, en fait, enfin, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire beaucoup plus facilement, surtout avec l'équipe qu'on avait. Enfin, franchement, sur le papier, on avait une équipe de ouf. Sur le papier, on avait vraiment une équipe de ouf. Et défensivement, en fait, on aurait pu marcher sur tout le monde. Mais défensivement, on parlait jamais vraiment de défense, tu vois. Donc bref, en fait, tu vois, il y a eu pas mal de situations qui ont créé un peu des discomforts, et qui ont, tu vois, créé des situations qui étaient pas agréables pour moi comme pour eux. Et comme je t'ai dit après, tu vois, les réactions que j'ai eues, bah, c'est clair que pour un club, tu vois, qui veut être au top, et tu vois, t'as un joueur comme moi qui, toute la salle voit qu'il est pas content, et tout le monde voit qu'il y a un truc qui cloche, bah, je me mets à leur place aussi, et c'est clair que ça aide pas, et voilà, tu vois. Ouais, je vois le truc. Et autant avec les Bucks, titre de champion NBA, bah c'est clairement un rêve d'enfant. Est-ce que la saison dernière avec les Mets, on peut dire que c'est le point bas, enfin c'est un cauchemar, enfin ça faisait quand même de la peine pour, enfin je veux dire, des joueurs comme toi, là où Konaté, enfin il y en a d'autres aussi, mais c'est vrai que tu te dis t'étais un peu pris en otage là-dedans, quoi. Franchement, pour être honnête, sincèrement, moi, souvent, ce que je disais aux gars, même tu vois, avec là où on en parlait souvent, mais pour moi, ma dernière année à Paris, elle était beaucoup plus dure que celle qu'on a fait avec les Mets, tu vois. Et pourtant, avec les Mets, on a beaucoup moins gagné. Mais en fait, tu vois, avec les Mets, c'est juste que c'est des choses qui étaient au-dessus de nous, en fait. Ok. C'est, nous, les joueurs, il y a toujours eu relativement une bonne ambiance. On s'est toujours bien entendu. Maintenant, je pense que le club, ils avaient décidé d'arrêter. Et en fait, bah, avant même que la saison commence, ils savaient qu'ils allaient arrêter, et du coup, bah, ils ont un peu laissé le truc mourir, tu vois. Après, c'est comme ça, tu vois, je veux dire, je sais pas exactement ce qui s'est passé, tu vois, dans les bureaux et behind closed door, mais en tout cas, ouais, c'est une saison qui est juste un peu dommage, parce qu'au final, Non, moi, c'est plus pour savoir un peu dans une situation comme ça, ton état d'esprit à toi. Tu as de savoir, quand tu vois ça, simplement, est-ce que tu arrives encore à trouver du plaisir ou de jouer au basket parce que voilà, venir à la salle tous les jours, ou simplement tu dis, bah, vivement que la saison elle est finie, quoi. franchement, je te dis, moi, après avoir vécu la saison à Paris, en fait, j'ai retrouvé le goût du terrain, j'ai retrouvé, tu vois, individuellement, j'ai pris du plaisir à jouer. Après, c'est clair que quand collectivement rien ne va, c'est compliqué, tu vois. Après, nous, on a quand même eu très souvent, en fait, eu le même type de scénario de match, qui était que, bah, en gros, on était dans le match et juste à la fin, on lâchait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas comme si tu vois, c'est pas comme hier Toulon à l'époque qui prenait 40 points tous les games. Nous, en gros, je pense qu'il y a peut-être 2-3 games où on a pris des branlées, notamment parce qu'il y a un match où on allait jouer à 5. Mais sinon, je veux dire, très souvent, on était dans les games et on se battait jusqu'à la fin, ou des fois même on était devant et on lâchait et on perdait. Mais non, enfin, moi, comme je te dis encore une fois, c'est vraiment, l'année d'avant, pour moi, elle était beaucoup plus dure que celle-là. Celle-là, elle est juste, c'était très dommage, c'est très dommageable. Mais bon, c'est la vie, et comme je t'ai dit,
c'est des décisions c'est des décisions qui ont été prises qui étaient au-dessus de nous, et nous on était, comme tu l'as dit, un peu pris en otage de ça, et on pouvait rien faire, donc voilà. Et maintenant, c'est quoi la suite pour toi? Tu viens de m'apprendre que tu as signé à Mexico City. Tu as signé donc dans un autre pays. On a vu que tu as fait beaucoup de pays. Tu as fait tous les championnats pas tous les championnats du monde, mais tu as fait tous les championnats majeurs voilà, du basket, entre l'Euroleague. Tu as fait de l'équipe de France, tu as fait de la NBA. Maintenant, toi, tu as 32 ans, si je dis pas de bêtises. 32, Qu'est-ce que tu cherches maintenant? De l'ambition, gagner des titres encore, essayer d'aller jouer tu veux peut-être essayer d'aller retourner sur de l'Euroleague ou quoi, ou simplement voilà, prendre du plaisir, bénéficier tu vois, de ton statut de basketteur pro, ancien joueur NBA, pour aller sur des championnats un peu plus exotiques, mais voir, voilà, t'es quelqu'un de très cultivé, voir des autres cultures peut-être. Ouais, non, c'est un peu ça. Maintenant, c'est un peu, tu vois, faire le tour du monde grâce au basket. Tu vois, aller dans des pays et surtout des villes dans lesquelles j'ai toujours voulu aller, continuer à jouer au basket, continuer à être bien payé aussi, et voilà, profiter, et tu sais, enfin, moi c'est quelque chose que j'ai découvert en G-League, mais tu sais, quand je suis parti en G-League, tout le monde me disait, mais c'est quoi ce championnat, c'est quoi ci, c'est quoi ça, pour au final se rendre compte que c'est un championnat où ça joue vraiment, en fait, tu vois ce que je veux dire, et c'est un championnat où en fait, comme tu l'as dit avant, t'as des mecs qui viennent, qui dominent dans le championnat. Et tu vois bien, quand les Mets ils avaient joué une équipe de G-League random comme ça, G-League Ignite, en fait ils ont des joueurs de basket en face, en fait, je veux dire, ils ont pas des peintres, et je suis même pas sûr qu'ils aient gagné les 2 matchs, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis pas du tout en train de dire que la G-League c'est mieux que l'Europe ou la France ou une équipe d'Eurocup ou quoi que ce soit, mais tout ce que je dis c'est que franchement aujourd'hui le basket ça joue dans le monde entier, on le voit, tu vois, dans les compétitions comme les JO, comme les coupes du monde, quand tu vois ce que le South Soudan a fait. Enfin, tu regardes même l'équipe du Porto Rico. Il y a plein d'équipes, en fait, où il y a des bêtes de joueurs, où ça joue vraiment du bon basket. Et moi, je suis persuadé que dans ces pays-là, en fait, c'est pas une partie de plaisir, en fait. Tu vas pas là-bas en mode sifflotant, et t'en mets 30 ou 40 tous les games, et tu gagnes tous les titres et tout, tu vois. Donc, il y a aussi ça que j'aime bien, tu vois, ces challenges, je veux dire, tu vois, dans des championnats qui sont beaucoup moins regardés, qui sont super physiques, tu vois, où souvent ce qu'on dit, c'est que l'arbitrage, c'est clairement pas le même qu'en Euroleague. Mais ça reste quand même compétitif, en fait. Je veux dire, si t'arrives et t'es pas prêt, t'es pas en forme et tout, en fait, tu vas pas performer, tu vas passer pour un con, et les mecs, en fait, tu vas dire, mais ce mec-là, il vient de toi. Ouais, en France. Exactement, tu vois. Donc non, en tout cas, j'ai toujours l'ambition de entre guillemets, performer à un haut niveau, où que ce soit, en fait. Pas forcément à haut niveau dans le sens où Euroleague ou NBA, je pense que ça c'est mort, mais par contre en fait partout. Oui, mais le haut niveau est partout, quoi. Le haut niveau aussi avec toi-même, en fait, tu vois, je vais toujours continuer à m'entraîner aussi dur, je vais toujours continuer à prendre soin de mon corps, et en fait peu importe où je suis, en fait, je vais toujours continuer à essayer d'être le meilleur joueur de basket possible, et continuer à découvrir un peu le monde, et franchement, enfin, quand je vois la G-League, ce que c'était en 2015-2016 et ce que c'est aujourd'hui, en fait, ça se trouve, demain, le championnat au Mexique, enfin, c'est ce qu'ils essaient de faire, notamment avec l'équipe dans laquelle je suis là. Mais, ça se trouve, en fait, demain, ce sera un bête de championnat, et tu vois, c'est un peu le cas pareil au Japon. Ouais. C'est un championnat qui monte de ouf, t'as des joueurs d'Euroleague, des joueurs d'Europe qui commencent à se dire, en fait, c'est mieux d'aller là-bas, enfin, tu vois. Donc, en tout cas, je pense que le basket, il devient vraiment il a jamais été aussi, bon partout dans le monde. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de cool, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir et continuer à expérimenter. Et à côté du basket, en plus, tu as toujours eu d'autres passions. Enfin, je sais pas, oui, il y a de la passion, mais tu as aussi ce côté entrepreneurial. Je pense que tu as été un des premiers, au final, joueurs français, tu vois, qui a vraiment parlé de ça, en plus de sa carrière. Souvent, tu entends des joueurs, des fois, qui te disent ce qu'ils sont devenus après. Mais là, le fait, toi, très tôt, tu as pris la parole là-dessus. Sur ce côté entrepreneurial, au moment où tu étais, que ce soit en NBA, mais même avant à Zalgiris, je me souviens, tu avais lancé une boîte avec tes amis. Ça te vient d'où, ça? Où est-ce que tu as appris ce côté? Des États-Unis. Mon premier passage aux States. Franchement, avant ça, moi, j'étais vraiment, tu vois, mes années à Strasbourg, il y avait que le basket dans ma vie. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, en fait, je me suis rendu compte et j'ai vu, en fait, tout ce que les mecs faisaient à côté. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, c'est comme s'il y a un autre monde qui s'était ouvert à moi, en fait. Tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'es petit, quand tu joues à la Game Boy ou à la Nintendo,
et que tu passes le Tu boss passes à et en nouveau. fait tu vois un nouveau monde, une nouvelle map, un nouveau truc et quand t'arrives dedans tu te dis mais en fait c'est un truc de ouf en fait, tu sais. Et en fait c'est ça en fait, c'est un monde où enfin le plafond il est encore plus haut que simplement le basket. Et c'est quelque chose, tu vois, je suis de nature assez curieuse qui m'a grave intrigué, et donc du coup bah j'ai commencé un peu à faire mes devoirs, à m'y intéresser, à passer beaucoup de temps au téléphone, à poser plein de questions à tout type de gens que je rencontrais, très souvent grâce au basket, parce que ça reste quand même le basket qui m'a Qui permis t'ouvre en les fait portes. exactement d'ouvrir toutes ces portes et de rencontrer en fait tous ces gens qui évoluent à très très haut niveau dans ce qu'ils font, et clairement si j'avais pas fait de basket bah j'aurais jamais pu avoir accès à ces gens, et en fait ouais de fil en aiguille je me suis pris au jeu, j'ai investi dans une boîte, enfin j'avais branché mes deux potes qui ont monté une boîte et j'étais le premier investisseur. La boîte aujourd'hui elle existe toujours, ils ont levé dizaines de millions d'euros, ils ont 30-40 employés, Google a investi dedans, donc ça a marché. Ça veut pas dire que ça va marcher forever, mais en tout cas c'est une belle histoire, surtout vu d'où d'où on était parti. Ouais. Et depuis j'ai multiplié les investissements dans des startups. Comme je te dis avant aussi, tu vois, à force de rencontrer en fait tous ces founders qui avaient tous des projets les plus fous les uns que les autres, et qui avaient tous un peu ce même drive de vouloir changer le monde, et qui étaient franchement super inspirants et super motivants. Bah tu vois, à travers toutes ces rencontres, moi ça m'a grave aidé, genre je me suis senti tout de suite beaucoup plus intelligent, ma vision elle était beaucoup plus claire, je me sentais beaucoup plus accompli. Et ça, tu vois, c'est un feeling que j'ai voulu redonner à des jeunes, et c'est là que j'ai lancé en fait mon programme et mon asso pour des jeunes filles en fait, pour les pousser à entreprendre, et pour leur rendre en fait un peu ce que moi j'ai appris à travers toutes ces rencontres. Donc je leur fais rencontrer en fait tous les gens les plus successful, cool, inspirants qu'il y a autour de moi. Tu vois, on fait des petits workshops où, enfin, ils partagent leur expérience avec les filles. Et après, en parallèle de ça, en fait, elles montent tout un projet qu'elles viennent pitcher en fin d'année. Ok. Et donc ça s'appelle les prochains leaders. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai commencé il y a 3 ans, et voilà. Donc c'est un peu mes activités off the court. Et le fait, tu vois, d'avoir des activités comme ça à côté, est-ce que toi, tu penses que ça t'a servi dans ton basket aussi? Ou, tu vois, les jours où ça se passe un peu moins bien, de te dire, bon, bah... Et d'ailleurs, j'ai lu un livre dernièrement où, tu vois, le gars, il disait le fait... Souvent, on pense que... Enfin, tu as souvent des entraîneurs ou des clubs ou des supporters qui, des fois, ils vont se dire ouais, bah attends, il fait plein d'autres choses, il n'est pas concentré sur le basket. C'est comme si on allait penser au basket 24 heures sur 24. Mais dans ce livre-là, j'ai un livre d'Adam Grant où le gars disait qu'en fait, c'était prouvé qu'avoir des succès dans ta journée, tu vois, bah, réussir un épisode de podcast, c'est un succès qui, au final, va te mettre en confiance. Tu vois, et te permettre d'être même mieux dans ta carrière après, tu vois. Et est-ce que toi, tu as ressenti ça? Ou alors, des fois, ça peut être aussi, tu vois, de l'autre côté, un peu en mode, bon, bah, ça se passe un peu moins bien sur le terrain. Clairement. Bon, bah, tu sais, un peu, ouais, bon, au pire j'arrête et je ferai autre chose, tu vois. Donc, t'es dans quel curseur, toi? En fait, c'est les deux, en fait. C'est les deux, et tu vois... c'est comme dans tout en fait, t'as des hauts, t'as des bas, et en fait quand tu commences quelque chose, bah t'as toujours l'excitation au début et l'enthousiasme qui fait que t'as l'impression que tu planes et que ça va être facile, et après souvent tu te prends un mur, et généralement à ce moment-là la plupart des gens ils give up, l'autre partie ils continuent, mais en fait ils sont un peu dans un trou pendant une bonne période de temps, et après au final ça remonte petit à petit. Et au final, bah, quand tu look back, en fait, tu vois, ta remontée, elle est bien plus haute que quand t'avais commencé, tu vois. Un peu comme ce que je te disais quand je parlais de Zaghiris, où en fait, j'ai commencé au début super enthousiaste, je me dis, ça c'est mon gars, je suis en forme, je suis bien, je vais tout niquer. Tu vois, il y a une tape derrière la tête. Et là, tu vois, c'était dur pendant 2 bons mois, enfin, 1 bon mois et demi, c'était très, très dur. Où en fait, clairement, j'aurais pu dire, tu vois, D-Bost à l'époque, il s'était barré. Clairement, j'aurais pu dire que je me barre, j'arrête, patati. Je me suis dit non, je continue, je vais m'imposer ici. Et au final, après, petit à petit, en fait, bah, tu vois, c'est remonté. Au final, bah, quand tu regardes et tu look back, bah, tu vois que t'es 10 niveaux au-dessus de là où t'avais commencé, en fait. Et dans toutes les activités, que ça soit toi, les podcasts, ou moi, entrepreneuriat, et ce que j'ai fait, bah, c'était pareil, en fait. Au début, super enthousiaste, super content. Tout le monde se dit, ils font quoi? Mais toi, tu te dis, mais vous comprenez rien, on va faire un truc de ouf.
après, tu commences à te manger quelques portes. Moi, le truc qui était difficile, c'était plus le switch mental pour moi qui était difficile. En fait, j'ai jamais changé mes habitudes de travail, mais quand j'allais à la salle, des fois, je pensais à d'autres trucs. Et quand j'étais dans des calls ou dans des réunions, des trucs, Tu penses à la salle. exactement, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est des passages qui sont obligés, en fait. Tu vois, je veux dire. Et oui, tu vas peut-être avoir 6 mois, 1 an qui vont être difficiles et t'auras 1000 raisons d'abandonner, en fait. Et tous les gens qui disent que t'es pas concentré et que truc, bah, en vrai de vrai, ils ont raison. Mais en fait, c'est comme dans tout, en fait. C'est à toi de leur montrer qu'ils ont tort. Et ça, tu peux le faire que sur la durée. Et je pense que c'est ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Et ça, j'en suis fier et je suis content. Et ouais, c'est comme je pense que t'es un des joueurs qui utilise le mieux ces réseaux. Mm-hmm. Tu vois, souvent même après des matchs l'année dernière, tu vois, tu postes beaucoup, t'es vraiment dans la régularité. Ça fait partie d'une stratégie business vraiment, ou c'est vraiment toi qui aimes ça et c'est un plaisir? Non, franchement, c'est pas mon rêve, c'est d'être assez big pour ne même plus avoir à être sur les réseaux sociaux, tu vois. Mais il y a beaucoup de boulot et il faut faire beaucoup de choses avant pour pouvoir se le permettre. Parce qu'aujourd'hui, ça reste quand même une opportunité, que ce soit ou financière, ou même pour t'ouvrir des portes, pour rencontrer des gens. Après, moi, c'est quelque chose dans lequel j'ai investi. J'ai pris un community manager maintenant depuis quelques années, tu vois. Donc, en vrai, il y a plein de fois où même quand il y a des choses qui sont postées, en fait, c'est même pas moi et moi, je regarde pas forcément mon téléphone. Mais après, je pense que oui, les réseaux sociaux, autant ça a beaucoup de côtés négatifs, surtout pour des jeunes et des enfants. Autant, je pense quand t'es une personne un peu plus établie ou quand t'as vraiment une vision de là où tu veux aller et de ce que tu veux faire, bah c'est une opportunité de ouf en fait. Enfin, aujourd'hui, tu peux être connecté avec des gens dans le monde entier, au Japon, en Amérique du Sud, aux États-Unis, alors que, enfin, même nous, regarde, tu vois, là, je suis à Mexico City. Bien sûr, ça c'est vrai que c'est fou quand T'es à même. Limoges, on est sur Zoom, on se parle limite comme si on se voyait. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui font que la technologie, quand ils pensent, c'est un truc de ouf. T'as raison. Mais non, en tout cas, c'est pas un plaisir et ça fait un moment que je suis plus, en gros, en train de prendre mon téléphone et me dire, qu'est-ce que je vais poster, comment je vais le poster, nanana. En fait, tu vois, j'ai investi dedans et j'ai passé un peu de temps, justement, avec mon gars Clément et d'autres personnes à réfléchir sur une strat. Et après, une fois que c'est mis en place, bah, tu vois, t'as juste à appuyer sur le bouton et puis voilà, tu vois. Ouais, clairement. Et une de tes passions favorites, c'est la mode. Alors moi, j'y connais absolument rien. Mais c'est vrai, quand je te vois dans des défilés, ou même moi je connais des célébrités, je me dis que ça doit quand même être, et que ma femme, elle me dit ouais, que c'est quand même des gros défilés. Comment t'es tombé un peu dans cette passion? Parce c'est une chose d'aimer s'habiller, etc. Et c'est une autre, tu vois, d'avoir accès à ce genre de défilé. Et toi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur et t'as envie de poursuivre dans cette voie, quoi. Bah, franchement, au-delà de la mode, moi, ce que j'adore vraiment, en fait, c'est le storytelling, en fait. Tu vois, le branding, le storytelling, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et en fait, c'est des choses que tu peux utiliser pour d'autres choses que simplement des vêtements, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, moi, quand j'ai lancé mon programme, par exemple, les prochains leaders, en fait, le storytelling, le branding qu'on a mis en place et le message qu'on essaie de pousser, en fait, c'est quelque chose qui est super important, c'est quelque chose qui touche les gens, c'est quelque chose qui marque les gens, c'est quelque chose qui permet à ta brand de grossir, c'est quelque chose qui te permet d'avoir plus d'opportunités, de toucher plus de jeunes, d'avoir plus de moyens. Et pour moi, ça fait partie, en fait, des choses qui sont importantes, en fait, dans tout projet, tu vois. Alors oui, j'aime bien les sapes, tu vois. Je pense que mon daron, il s'est toujours bien sapé, et je pense que depuis tout petit, j'ai un goût pour ça, tu vois. Maintenant, enfin, pour moi, franchement, c'est pas le plus important. Et après, tu vois, les défilés, en fait, pareil. En fait, au-delà de regarder des gens marcher avec des sapes, en fait, c'est les gens que tu rencontres là-bas, en fait. En fait, tu peux tomber tu peux tomber sur une Serena Williams, tu peux tomber sur, t'as tous les athlètes du monde maintenant qui se battent pour aller à ces défilés. Tu vois, Jack Dorsey, par exemple, qui est très souvent là. Et donc, ouais, tu vois, c'est juste, en fait, des moments, en fait, qui regroupent vraiment, en fait, pour moi, le meilleur moyen de décrire, tu vois, ces Fashion Week et ces événements, en fait, c'est des moments, en fait, qui regroupent les top 0,1% dans tous les secteurs d'activité du monde, au même endroit, au même moment, en fait, tu vois. Et moi, justement, bah, à travers toute cette stratégie un peu de social media, de
de prendre soin de son image, etc., tu vois, de demander d'aller faire une internship dans une maison de mode. Bah, en fait, aujourd'hui, grâce à tout ça, en fait, ça me donne accès, entre guillemets, à être autour de ces gens-là. Et demain, potentiellement, de pouvoir avoir des discussions business ou de pouvoir demander des conseils ou poser des questions ou créer une relation ou des connexions. Et ça, pour moi, en fait, c'est juste... en fait, pourquoi s'en priver, en fait? C'est juste un truc de fou de dire que tu peux avoir accès à des gens-là et que tu peux, en fait, parler d'égal à égal, parce que le simple fait d'être invité, en fait, comme eux, en fait, ils te respectent et ils disent, en fait, oui, bon, ça doit pas être un peintre s'il est là, et, tu vois. Donc ça, c'est grave cool. Et pour l'après-basket, tu sais déjà exactement ce que tu veux faire, ou tu es plutôt dans une démarche comme ça, de mettre des piécettes à droite à gauche et de voir ce qui te plaira à ce moment-là? Bah, pendant longtemps, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis un peu pas mal de pièces et continue un peu à pousser les projets qui me tenaient à cœur. Aujourd'hui, bah, il y a l'éducation, c'est quelque chose que j'adore et que je trouve super important et qui, je trouve, colle bien avec ma personnalité et mon expérience, en fait, de tout ce que j'ai vécu dans ma vie et toutes les situations auxquelles j'ai fait face. Donc il y a l'éducation, il y a la tech. La tech, maintenant, ça fait un petit moment que je suis dedans et c'est quelque chose que j'adore. Et tu vois, on vient d'en parler là, mais tu vois, le fait que toi et moi, en fait, on puisse être connectés là, parler en fait comme si on était face à face, alors que t'es à Limoges et que moi je suis à Mexico City. Enfin, c'est juste ouf, en fait. Et même, tu vois, la tech, c'est un peu ce qui shape le monde de demain. Et bref, ça a une incidence et un impact, en fait, sur notre vie de tous les jours qui est juste ouf. Et tu vois, moi, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, en fait, le plus tôt possible. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc tech, éducation, et le dernier, je dirais que c'est la culture, tu vois, que ça soit une marque de vêtements, que ça soit une boîte de tech, justement, mais quelque chose qui va impacter des millions de personnes et qui va changer un petit peu, justement, tu vois, les comportements, les trends, les habitudes, en fait, des gens. Ça, pareil, c'est quelque chose que je trouve ouf et qui me passionne. Donc aujourd'hui, je te dirais que probablement quelque chose qui est lié à ces trois-là, tu vois. Donc investisseur, comme on l'a fait, comme je le fais so far, c'est quelque chose qui me file bien, je pense. Bon, il te reste encore des belles années à jouer, que ce soit en Europe, Mexico, peut-être à Mulhouse bientôt. Qui sait? S'il y a un bon projet, on sait jamais, t'inquiète, ça arrive. Bon, Toups, merci beaucoup pour ta personnalité, pour cet entretien, j'ai beaucoup apprécié. Et bonne continuation, que ce soit dans le basket, dans tout le reste. Et encore merci. Et écoute, merci à toi et aussi félicitations pour lancer ces pods. Franchement, je pense que t'es la personne parfaite pour faire ça. Et tu vois, je le vois aux États-Unis aujourd'hui, l'ampleur que ça a pris. Franchement, c'est vraiment ouf. Et tu vois, c'est vraiment en fait une révolution dans le monde des médias. Et comme toujours, tu vois, en Europe et en France, il y a toujours un petit temps de latence et un petit temps de décalage. Mais je pense que t'as une vraie opportunité de lancer ça. Et en plus, tu connais beaucoup de monde et beaucoup de mecs avec des histoires les plus folles les unes que les autres. Donc ouais, non, je pense, fais ça bien, t'as un vrai quoi jouer. Ouais, c'est clair. Bon, c'est cool. Merci beaucoup, gros. À bientôt. Yes. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux de Lab Basketball pour découvrir tous nos projets. À bientôt.